Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci, Eric. Bonjour tout le monde. Toi, ça va bien, Eric? Super, bonjour à tout le monde. On a tout un programme aujourd'hui. Normalement, on fait affaire avec quelqu'un qui va nous offrir un témoignage de quelqu'un qu'il a connu ou de lui-même. Aujourd'hui, c'est différent. On parle de religion, puis comme la religion a touché à peu près tous nos ancêtres depuis le début de la colonisation, à divers degrés, des fois plus, des fois moins omniprésente. Puis c'est un petit peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Puis on a la chance d'avoir un invité extraordinaire. C'est Anne-Marie Tapp qui est religiologue. Oui, religiologue, c'est pas une profession qu'on connaît beaucoup, là. J'espère qu'elle va vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait dans la vie. Ben, tout à fait. Puis c'est ce qu'elle va faire et on va tout de suite passer à notre invité de la journée, Anne-Marie. Alors, bonjour, on est en compagnie d'Anne-Marie Tapp, religiologue. Bonjour Anne-Marie. Salut! Bonjour Anne-Marie, ça va bien? Enchanté de Ça faire va la bien, vous connaissance. autres? Super, super. On est bien content que tu sois là. D'emblée de jeu, peut-être expliquer aux gens, c'est quoi une religiologue? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Oh oui, oui, en fait, on s'imagine toujours quand on utilise le terme religiologue que, bon, il y a du prosélytisme là-dedans, il y a de la croyance ou quoi que ce soit, là. J'ai souvent Fait que t'es pas entendu une ça. religieuse. Non, non, puis je me dirige pas vers la prêtrise non plus. On entend souvent ça. En fait, un ou une religiologue, ce sont des spécialistes des religions qui se basent sur les sciences des religions, donc sur Des sciences, l'anthropologie, OK. des sciences molles, là, des sciences humaines. Des sciences. Non, non, mais c'est ça, c'est un peu comme la sociologie, mais orientée vers les religions. Oui, donc la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, il peut y avoir un peu de politique là-dedans et le féminisme. Le Les religions. féminisme. Oui, les religions vues à travers une lunette féministe ou Ah, être capable de déceler le féminisme dans certaines organisations religieuses. Donc même dans l'islam, il y a des comment dire ça, des phrases, des directions, des décisions qui ont été prises même par le prophète qui étaient tout à fait féministes et avant-gardistes pour l'époque. Donc, c'est un peu ça qu'on fait, les religiologues. On observe le phénomène religieux à travers des lunettes scientifiques. bon, là, de façon. Ben, en Comment est-ce fait, que la religion on est utilisée, perçue et ainsi de suite, c'est ça? utilise, perçu, quels sont les rites, les récits, les méthodes, quelles sont les croyances, les dogmes. Donc, c'est vraiment pas une approche qui est une approche de croyance, mais une approche d'observation du phénomène religieux. OK. Puis OK. ça, Bon, c'est ben, c'est historique, fait que tu vas voir l'évolution de comment est-ce que la religion va influencer les gens au travers les temps. Exactement. Puis même maintenant, on dit que bon, il y a de moins en moins de religieux. En fait, c'est faux. Il y a un déplacement du religieux à l'époque où on se parle maintenant, là. Il y a moins de gens hmm. dans les églises, mais il y a un déplacement du religieux qui se fait. Puis ça, on pourra en parler super longtemps, mais tu sais, il y a des religions implicites aussi qui sont pas nécessairement instituées. Il y a des nouveaux mouvements religieux. Il y a des religions à la carte. Bon, l'angéologie avec les roches de quartz, ici, ça. Tu prends un peu ce qui fait ton bonheur puis qui fait du sens pour toi. Toute chose peut être religieuse. Ça dépend de l'intentionnalité que tu mets dedans. Le Canadien de Montréal, c'est religieux. La Juste Sainte avoir Flanelle. ben oui, juste avoir les écrits d'Olivier Boer là-dessus. Il a écrit justement sur le phénomène religieux des Canadiens de Montréal. Puis, donc, tout peut être religieux, tout dépendant de l'intentionnalité qu'on met dedans. Nous, on veut parler effectivement de l'institution de la religion. On va aborder un peu la spiritualité quand même, parce que ça a touché nos ancêtres jusqu'à un certain point. Mais si on recommence dès le début, parce qu'aujourd'hui, on voit hein, comme tu disais, il y a un peu un éclatement. Il y a plusieurs religions différentes. J'ai comme l'impression que quand il y a un vide qui se crée, ben, il se remplit d'une manière ou d'une autre. Puis ça, bon, ben, pour comprendre ça, il faut revenir au tout début. On se souvient que Jacques Cartier on a commencé les explorations avec Jacques Cartier en 1534.
Il y a eu deux, trois explorations, puis il y en a eu d'autres explorateurs entre 1534 puis 1608, où ce qu'on va fonder Québec, mais il y a quand même un bon trou entre les deux. Puis une des raisons principales pourquoi que la France se préoccupe peu de la Nouvelle-France puis de l'Acadie, ben, c'est entre autres parce qu'il y a une guerre des religions en France qui se passe, qui va se terminer dans les années 1690, 1590 environ. Puis là, bon, un coup Ça, une guerre des religions, c'est comme maintenant, tu as les catholiques, les chrétiens d'un côté, puis tu as le monde arabe de l'autre côté, c'est ça? Oui, sauf qu'en Ben, France, c'est les protestants. Les souvent, protestants. c'est une guerre d'humains qui utilisent leur religion afin de nourrir cette guerre-là, puis les idéaux de cette guerre-là. Là. C'est des guerres Exact. idéologiques qui Exact. utilisent leur texte sacré là, pour Ouais, il y a poursuivre. pas, il y a Puis pas en de guerre. France, c'est la guerre à ce moment-là, comme tu dis, Eric, c'est les protestants contre les catholiques. Ça, c'est deux religions chrétiennes. Nous autres, on comprend un peu moins, tu sais, dans notre région, on a ça, des églises catholiques et des églises protestantes. C'est quoi la différence entre un protestant et un catholique? Pourquoi ça s'appelle un protestant? Il proteste par rapport à quoi? C'est un gars qui vote avec des pancartes? C'est une énorme question. En fait, j'aurais pas assez de 1000 heures pour expliquer. Mais at large, ce qui arrive, en fait, c'est au niveau des dogmes, il y a beaucoup de différences. Donc, pour les catholiques, Marie était vierge. Ben, pour les protestants aussi, là, ça dépend quelles églises. Le protestantisme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement une pluralité. Pluralité, merci. Une pluralité de croyances. Je pense qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants parce que justement, il n'y a pas de dogme établi comme dans l'Église catholique. Donc, en partant, il faut savoir ça. Ensuite, ben, il n'y a pas de culte au saint. Il n'y a pas de saint chez les protestants. Chez certains luthériens, oui, mais il n'y a pas de culte au saint. Il n'y a pas de Saint-Luc, de Saint-Paul, de Saint tout ce que tu voudras. Il n'y en a pas. C'est pas la Sainte Vierge Marie, c'est la Vierge Marie. Aussi, il n'y a pas si de... le Québec était protestant, on n'aurait comme pas de ville puis de village parce qu'on est toutes des villes du Saint quelque chose. Voilà, on sera obligé de donner des noms plus ordinaires, là, tu sais. Donc, c'est une très bonne remarque, en fait, parce que les villages qui sont plus anglophones, on remarquera qu'ils n'ont pas de nom de rue, de saints, qui n'ont pas les écoles, tu sais, ils n'ont pas de... Dans les cantons de l'Est, là, Sherbrooke, là, c'est pas Saint Sherbrooke. Non, non, c'est c'est très, très rare de voir dans les villages, dans les townships, justement, des noms de saints, surtout si ça a été créé par un mouvement protestant. Donc, il y a ça en partant. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de représentation de Dieu dans le protestantisme. Donc, sur le crucifix, il n'y a pas de Jésus en croix. Parce qu'il est écrit, tu ne feras pas d'idole, et au moment où tu te mets à idolâtrer le petit Jésus sur ta croix, ben, c'est une représentation de... Fait que, tu sais, c'est aussi pire, finalement, pour les protestants, ça, ou le veau d'or, là, tu sais. Donc, puis là, je dis pour les protestants, encore une fois, c'est at large, là, parce qu'il y a beaucoup de protestantisme, il y a beaucoup de groupes, de sous-groupes, il y en a qui croient qu'on est dans le Milan, donc, c'est ça, c'est très large, là. L'organisation religieuse protestante est différente beaucoup eux autres, ils n'ont pas le pape, puis c'est pas des prêtres c'est des révérends qui ont le droit d'avoir une famille. C'est des révérends, c'est des pasteurs, c'est des ministres du culte. Bon, il y a plusieurs... Puis ces gens-là sont pas, ils n'ont pas fait vœu d'abstinence comme ceux qui vont faire la prêtrise catholique. Non, puis souvent, c'est des conseillers, ils peuvent être des conseillers matrimoniaux, ils peuvent, ils savent comment une famille fonctionne puisqu'ils en ont une eux-mêmes et qu'ils ont les Saintes Écritures pour s'éclairer à travers cette cellule-là qui est la famille. Donc, voilà, c'est vraiment différent de ce côté-là. Il y en a qui peuvent choisir ou non le vœu de célibat, de faire vœu de célibat, mais c'est pas généralisé là, du tout, du tout. Bien, pour comprendre aussi, je pense qu'il faut comprendre que, comme Yann disait, les deux sont issus de la religion chrétienne. Ils étaient ensemble jadis, puis fut un temps où est-ce que l'Angleterre, il y a eu Martin Luther qui a séparé, qui était allemand, mais bon, le protestantisme s'est spreadé à travers l'Europe, surtout au nord, à l'ouest. Oui. Puis bon, ça allait amener
années, des centaines d'années plus tard, la guerre des religions. Puis grosso modo, l'ouest de la France, à peu près, là, est protestant, l'est est catholique. Puis ce qui est important aussi, ce que c'est important pour nous, c'est ça, quand on dit l'ouest, le bastion fort du protestantisme, c'est La Rochelle. La Rochelle, qui est un endroit où beaucoup de nos ancêtres, il y a une maison des douanes, c'est un village en plein milieu de nulle part en France, puis c'est encore un building de douane parce que c'était un endroit principal d'arrivée au moment où le transport, c'était principalement par bateau. C'était pas une douane terrestre comme on fait à pied, puis il n'y avait pas d'avion. Donc, tu arrives dans un bastion fortifié avec des tours, puis tu avais le bureau des douanes là, qui est encore là. C'est quand même assez particulier dans une ville qui n'a pas de contact avec un autre pays à côté. Ben, on part de La Rochelle un peu plus tard, là, au début de la colonisation. Au début, on va coloniser Port-Royal en 1605, Québec en 1608. Port-Royal, ça, qui est en Acadie. C'est en Acadie, oui. Ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Puis, Trois-Rivières, bien, ça, c'est des postes de traite. Est-ce que tu connais l'implication de la religion au départ? Là? Je pense pas là, qu'il y a beaucoup de missionnaires. Il n'y a pas d'église là, à Québec là, en 1620. Là, le premier, on a fondé Québec en 1608, mais le premier colon qui reste tout l'hiver, c'était une habitation en bois. C'était pas la ville qu'on a maintenant. Là. Non, on est très loin de ce qu'on a maintenant. Puis, par contre, dès qu'on a su qu'on pouvait faire développer quelque chose et qu'on voulait encourager les gens à y aller, on s'est mis à parler d'un espèce de paradis sur Terre où tout était possible, où tout était... Donc, c'est là que ça a vraiment embarqué, là. Tu vas avoir ta propre terre, tu vas être un peu maître de ton destin, même si on connaît les relais après qui sont arrivés. Là. 1642, Ville-Marie, fondation de Ville-Marie. 1641, Maisonneuve arrive avec sa gang. Il arrête à Québec. À Québec, on y explique que c'est peut-être pas bon de partir au mois d'octobre pour aller fonder Montréal. On attend une année. Oui, puis Montréal, ça, c'était... Déjà, la chicane de Montréal n'est pas fondée encore, puis la chicane est pognée entre les gens vers 1640, je pense, les Augustines ont fait le premier hôpital. Oui, c'est Québec. Ça existait à Québec. À Montréal, Montréal, ça se voulait vraiment être une ville de colonisation. C'était pas pour servir d'entrée. Le but, c'était vraiment d'installer des gens là, avec les grandes recrues, puis ainsi de suite. Là, on avait vraiment un désir de coloniser. Ville-Marie se voulait être l'endroit qui coloniserait ce qui était la Nouvelle-France. Ben moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. C'est que là, à Québec, c'est les Ursulines. Puis là, tu as une mission religieuse, je pense les Sulpiciens qui arrivent assez tôt là, à Ville-Marie. Puis là, tu vas avoir des congrégations religieuses qui arrivent. C'est quoi leur objectif? C'est qui les Ursulines? Comment est-ce qu'ils arrivent ici? Pourquoi? Puis c'est quoi leur implication? C'est beaucoup de questions. En fait, les Augustines, les Ursulines, en fait, il y en a qui vont se diriger plus, puis là, je parle très at large parce que, voilà, il y en a qui vont se diriger plus vers ce qui est hôpitaux. Il y en a qui vont aller plus vers l'éducation. Les Augustines, c'était plus l'éducation des jeunes femmes, des jeunes filles. Il y en a que c'est pour les soins de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, puis là, c'est mon côté féministe qui embarque, c'est que l'une des manières d'être responsable ou d'être libre un peu de sa vie, de son cheminement, c'était de devenir sœur. Parce qu'en devenant sœur, tu n'avais pas à être sous j'aime pas le terme, là, mais sur le joug d'un mari. C'est ça, la seule manière d'être un peu plus libre de son destin et d'être une femme lettrée, éduquée, c'était de devenir une sœur. Puis, c'était une bonne manière aussi d'être en sécurité, si je puis dire, parce que, elles avaient la protection de l'Église, elles savaient qu'elles n'allaient pas manquer de nourriture. Si tu es une famille pauvre, rentre chez sœur parce que tu ne manqueras pas de nourriture, tu vas être éduqué, tu vas avoir un travail, tu vas avoir des amis, tu vas pouvoir côtoyer d'autres femmes. Juste l'éducation, là, les gens qui étaient pauvres, là,
Ben oui. Déjà, au début de la colonie, il n'y avait pas beaucoup d'écoles déjà. Tu sais, tantôt, les premiers missionnaires sont arrivés au début de 1600 quelques, là, avant 1620. Fait que, tu sais, il a quand même été établi rapidement des missionnaires ici, bon, à savoir pour plusieurs raisons, mais pour revenir à ta question, Éric, elles étaient surtout enlignées vers bon, les écoles pour tout ce qui est les soins de santé, les hôpitaux. Ils formaient les gens, ils éduquaient les gens, les écoles et tout ça pour leur apprendre à lire, être capable de tenir leurs livres et tout ça sans avoir besoin d'aller voir le comptable à toutes les 30 secondes. Puis c'était le seul, tu sais, les avocats, les médecins, puis tout ça, c'était les Et seuls les lettrés, notaires. là. C'était les seuls lettrés, là. Donc, ça permettait d'éduquer des gens qui n'auraient pas eu accès à ça. Puis il y avait autant d'adultes que d'enfants, là. Et puis avant d'avoir des écoles, là, ça a pris le séminaire de Québec là, avec oh oui, oui, oui. un peu plus tard. Oui, puis en même temps, il y a toujours eu des micro-écoles qui ont été là pour, tu sais, fait que sans le séminaire de Québec, il y a toujours eu des micro-écoles, des micro-rassemblements chez une personne, chez ci, chez ça, pour justement pouvoir éduquer la population autant en lettres qu'en chiffres, là. Mais toutes ces congrégations-là religieuses, corrige-moi si je me trompe, là, puis on ne passera pas à travers tout leur objectif à chacun, mais ils arrivent ici dans un objectif quelconque. Là. Je pense aux jésuites qui sont des botanistes hors pair, qui viennent faire l'étude bon, ils viennent faire d'autres choses aussi ils font. Entre autres, vont faire l'étude des plantes ici, mais chacune de ces congrégations-là a un objectif, que ce soit l'éducation, que ce soit soigner les malades. Puis ça, c'est une chose, hein, on en parlait, moi puis Anne-Marie, hors d'onde, mais on veut aussi, parce que la religion au Québec a une très mauvaise presse depuis depuis pas mal la Révolution tranquille, mais a fait beaucoup de bonnes choses aussi, entre autres, justement, en 1620 quelques ou en 1640. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas. C'est les congrégations religieuses qui s'occupent de ça. Là, ça va durer jusqu'à la Révolution tranquille, à peu près, parce que c'est beaucoup les. Avant la Révolution tranquille, c'est essentiellement les religieux qui sont les enseignants. C'est tout récent, ça, là. On s'entend que c'est juste... les années 1960, là, c'est tout récent, vraiment proche. Il fait du travail assez colossal. C'est des débats qui arrivent régulièrement. Est-ce qu'on paye bien nos enseignants? Est-ce qu'ils sont bien traités? On a la misère à avoir des enseignants. C'est un débat qui ne va jamais se terminer, je pense. Souvent des travails qui sont typiquement féminins aussi. Là. Puis là, je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais on s'entend justement qu'une femme en 1500, 1600 qui veut s'occuper des autres, que je pense que c'est. Encore une fois, comme je dis, je ne fais pas des jugements de valeur, mais c'est plus propre aux femmes généralement que les hommes. Les hommes et les autres, je pense qu'ils allaient plus dans l'exploration, les missionnaires, aller convertir les autres, l'espèce de sentiment de nous autres, on pense qu'on est meilleur, puis il faut que vous pensiez comme nous autres. Là. Mais tout ça pour dire que justement, chez les missionnaires, justement, il y en a d'autres qui vont arriver, mais leur objectif, c'est de convertir les Autochtones. Oui, bien ça a été une grande partie de la mission parce que c'est important si tu te froisses avec quelqu'un qui connaît mieux le territoire que toi, bien là, ça embarque dans le politique, ça embarque dans la géographie, ça embarque... Fait que ça viendrait toucher tous les aspects de ce que, comme nouveau peuple sur une nouvelle terre, tu essaies de construire. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir la même foi parce que ça donne les mêmes valeurs de base. Fait que quand tu ne connais pas les valeurs de l'autre, ben si à la base vous avez la même foi, ben c'est des valeurs judéo-chrétiennes, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de... Donc, c'est beaucoup plus facile de dire quoi faire ou de pouvoir contrôler un environnement quand tu imposes les règles de l'environnement. Les Autochtones, les membres des Premières Nations, ça a toujours été connu comme étant des gens accueillants. Puis des gens qui veulent te faire découvrir, puis qui veulent te montrer, t'apprendre, puis qui veulent apprendre de toi aussi. Puis tu sais, puis encore maintenant... C'était pas des sociétés patriarcales où est-ce qu'ils protégeaient le couple nucléaire, un peu comme on avait en Europe. Donc, l'ouverture était vraiment différente là, de ce que nous autres, on avait en tant que descendants européens. Là, il faut quand même garder ça en tête là, dans la façon que la plupart... C'était pas tout pareil. Il y avait
beaucoup de nations différentes. Mais d'une façon généralisée, c'était vraiment drastiquement différent de ce que les Européens avaient. Oui, puis il y a juste en téléphonant ou allant visiter les Wendat Huron dans le bout de Québec, là, ils prennent le temps de bien expliquer comment fonctionnaient les huttes, combien il y avait de familles là-dedans, comment ils faisaient. Tu sais, ça vaut vraiment la peine d'aller se renseigner parce que veut pas. Si pour ceux qui en ont dans leur lignée des membres des Premières Nations ou juste comprendre comment ça s'est passé, ça vaut vraiment la peine d'aller vers eux pour leur poser des questions. Tout à fait. S'il y en a qui écoutent aujourd'hui et qui aimeraient ça participer, ça serait ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Serait génial. Là. Nous, on est ouvert à ça et on va apprendre tout le. Oui, mais juste pour voir les échanges la plupart des francophones ont des ancêtres européens. Il y en a plusieurs qui ont des ancêtres amérindiens. La plupart ont des ancêtres européens. Mais comment est-ce que ces Européens-là coexistaient dans un univers amérindien? Comment est-ce que les échanges se faisaient? Il y en a qui allaient vivre là, en Huronie pendant 1 an, 2 ans pour apprendre la langue huronne, ils devenaient interprètes. Comment que c'était? Comment que ça se passait? Comment est-ce qu'ils étaient accueillis? Qu'est-ce qu'ils apprenaient avec ça? Moi, de nos jours, la culture huronne est beaucoup plus dans un endroit restreint. C'est pas comme la musique pop américaine que tout le monde connaît. Là. Ouais. C'est quelque chose qui je trouve intéressant. Si on a des auditeurs qui veulent nous en parler, contactez-nous. Ça serait le fun. J'aimerais beaucoup ça. Je trouve ça le fun qu'on en parle plus maintenant, puis qu'on ait plus de respect pour ça maintenant, puis plus de curiosité aussi. Je trouve dommage les raisons du pourquoi, parce que ça, tu sais, bon, faut se le dire, là, ça ne vient pas d'événements heureux qui ont ouvert le questionnement, en tout cas dernièrement, des gens en général là-dessus, même s'il y a quand même un volet d'études autochtones au département de sciences des religions à l'UQAM. Mais voilà, là, les gens s'intéressent de plus en plus aux Premières Nations, puis je trouve ça génial. La raison n'est pas rose pour la grande majorité des gens, mais je trouve ça vraiment important de pouvoir s'informer là-dessus, puis de les laisser parler, eux, de leur histoire. Est-ce que, tu as peut-être répondu, mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est il y a des Mohawks ou des Agniers qui sont à Montréal, puis il y en a, bon, on sait, quand on est arrivé, 1603, on rencontre les Inuits à Tadoussac, on fait une entente où est-ce qu'ils nous laissent s'installer à Québec en échange d'arriver avec nos bâtons de feu puis les défendre contre les Agniers, les Iroquois. Mais il y a quand même des missionnaires chez les Iroquois là, qui sont techniquement les ennemis des Français. Ça devait être d'un stress incroyable pour ces gens-là quand même. Là. Pour se mettre un peu dans c'est comme Carignan-Salière, le régiment qui est venu, ça c'est des années 1660. Ouais, c'est l'objectif du régiment Carignan-Salière, c'était d'avoir une démonstration de force parce qu'il y avait, c'était les problèmes, c'est à l'époque qu'ils ont construit le fort de Chambly, ces affaires-là, parce que les Européens qui sortaient des villages, ils se faisaient tirer des flèches par les Iroquois à l'époque. Puis c'était une façon de se défendre, c'est de faire venir un vrai régiment qui était vraiment formé en uniforme et tout. Le régiment Carignan-Salière, il est venu, ils ont monté un paquet de forts, les Iroquois ont fait comme OK, puis ils ont fait une trêve. Puis c'est comme ça que c'était venu. Mais à l'époque, effectivement, c'était un conflit entre les Français, puis tout ce qui était iroquoien là, dans le temps. C'était pas, on avait des alliés au niveau des Hurons, mais du côté des Iroquois, c'était pas friendly de la même façon. Là. Et comme tu dis, il y avait quand même des missionnaires. Comment ça se passait? Ben, même avant ça, vers 500, avant 1620, là, vers 1615 à peu près, les premiers missionnaires y arrivent là, à la demande, c'est à la demande de Champlain.
il avait fait un appel, tu sais, pour aider, bon, le terme était un peu péjoratif, là, mais pour aider les indigènes à avoir la connaissance de Dieu. En fait, c'est ça, les premiers missionnaires par 1615 sont arrivés à la demande de Champlain pour arriver à leur donner la connaissance de Dieu. Ça n'a pas fait long feu. Je pense que c'est là qu'on a eu les premiers martyrs, justement, de la Nouvelle-France qui ont ressurgi, là. Donc, c'est avec cette tentative-là que les premiers martyrs sont ressortis, les premiers martyrs catholiques. Les martyrs canadiens. Oui. Fait que ça, c'est dès les débuts là, de la colonie. Là. Pendant un bout, c'est ça, là, on se développe pas tant que ça parce qu'on est en guerre là, contre les Iroquois. Jusqu'à l'arrivée du régiment Carignan-Salière, il va avoir une trêve de quelques années, mais c'est juste une trêve. Ça va signer en 1702, 4 août 1701 de mémoire, le traité de la Grande Paix, où est-ce que là, bon, on va arrêter de se taper sa gueule. Là, puis c'est là qu'on va pouvoir commencer à se développer. Mais là, la religion, à cette époque-là, l'institution, là, j'imagine que comme qu'on commence à se développer pas mal, là aussi, elle va commencer à prendre un peu plus d'importance en Nouvelle-France, j'imagine. Au niveau de ce qui est organisationnel, au niveau de ce qui est structure physique, au niveau de ce qui est même politique, de la séparation des terres, tout ça, ça commence, là, tout ça en même temps. Là. OK. Puis d'ailleurs, je pense que les Sulpiciens sont maintenant rendus les seigneurs de l'île là, à ce moment-là. Là. C'est de l'île de Montréal, évidemment, là, pour pas l'île Perrault, mais c'est ça. Il emmène quand même assez large là, les congrégations religieuses. Oui, c'est eux autres qui ont les plus vieilles archives de la Nouvelle-France, en passant les Sulpiciens. C'est assez impressionnant, les documents qu'ils ont. Ils ont perdu une partie de leurs archives aussi. Là, on a vu ça les dernières années. Là. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui avaient écrit, je me rappelle plus le nom de cette ministre, Nathalie. Je me rappelle plus, une ancienne journaliste et qui avait écrit justement pour pouvoir garder, pour pouvoir payer des gens pour pouvoir garder ces archives-là des Sulpiciens. Là. Parce que c'est l'histoire de la Nouvelle-France, là, c'est dans les archives sulpiciennes. Exact. C'est les seuls qui avaient des registres au début. Là. Tout à fait. Les Autochtones, ils achètent quand même, éventuellement, ils l'achètent, cette religion-là, mais est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est un travail d'une année, 2 ans, des décennies? Parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même assez pratiquants, là, quand même. Là, oui, il y en a qui sont très pratiquants. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les traditions autochtones, c'est pas quelque chose qui arrive en conflit avec une croyance religieuse. Une tradition autochtone, bon, c'est une comparaison un peu boiteuse, là, mais tu sais, c'est un peu comme le bouddhisme, ou tu sais, ça peut aller en lien avec une autre religion. Okay. Ouais, c'est comme au Québec, tu as le droit d'être un grand fan de la Sainte Flanelle, mais d'être catholique quand même. Exactement. Mais ouais, c'est un bon parallèle très large, mais quand même, puis c'est vraiment pas dans un objectif de rabaisser les traditions autochtones, mais c'est plus que ce sont des traditions qui peuvent bien se mélanger avec autre chose. Donc, les gens n'ont pas oublié complètement leurs traditions autochtones. Il y en a qui perdurent jusqu'à maintenant encore. Ouais. C'est vraiment la partie de sortir l'Indien de l'enfant qui, ça, était meurtrier complètement, là. Mais sinon, c'est quand c'est arraché à sa famille et que les traditions ne peuvent pas perdurer, là, ça devient un problème. Oui, là, ça devient un problème vraiment solide, là, tu essaies de tuer une culture, là, Exactement, c'est des génocides culturels et de gens et de culture. Mais pour en revenir à ta question, Éric, c'est possible de garder ces traditions autochtones et d'être un croyant catholique qui va prier Dieu, mais qui va avoir ces trucs, son lien avec la terre, son lien avec ce qui existe. Même, ça peut faire un pont entre Dieu et ce qu'il voit qui est tangible. Il peut voir Dieu dans chacune de ces choses-là. Donc, tu sais, il y a des parallèles qui peuvent se faire sans nécessairement un détruire l'autre. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup qui adoptaient ces croyances-là, parce qu'il y avait plein de gens qui en avaient autour, puis ils ne voyaient pas ça comme étant négatif, puis il y avait quand même leur façon de faire à eux. C'est qu'ils pouvaient continuer leur tradition autochtone sans
il n'y a pas de truc de grande déité là, dans les traditions autochtones. C'est vraiment un rapport avec ce qui existe, avec le. Oui, il y a une partie qui est plus esprit, il y a une partie qui est plus, mais tout peut être sous la tutelle d'un Dieu unique. Là, donc, ça ne va pas nécessairement en conflit. Puis là, je parle vraiment au sens large des traditions autochtones parce que il y en a vraiment beaucoup. Puis chaque village, a ses propres croyances aussi, puis ses propres dévotions, si je puis dire. Mais c'est ça, là, ça se peut que ça n'arrive pas en conflit non plus parce que, justement, ça peut même se rallier à un certain point puis s'auto-construire ensemble. OK. Puis là, chez nous, chez les Canadiens, parce qu'on est rendu des Canadiens. Au début, on était des Français, on est devenus des Canadiens. Des Canadiens. C'est omniprésent. Ça s'occupe de l'institution, va s'occuper de soigner les malades, d'éduquer les gens, comme on le disait à l'époque, mais c'est pas encore là, ce qu'on a connu là, après la revanche des berceaux. Là. On va y revenir plus tard, là, mais c'est pas les gens, souvent on entend, il y a le curé, il était là, puis il disait, il faut que tu fasses un enfant à tous les ans. C'est pas encore ça. On fait beaucoup d'enfants, mais par survivance. Par survivance, parce qu'on sait qu'il va y en avoir 2-3 qui vont mourir avant l'âge de 5 ans. Fait qu'on en fait quand même quelques-uns pour s'assurer qu'il y en a qui vont rester. Mais c'est pas encore la religion là, qui va nous dire hey, fais des enfants. Justement, un bon, pas mal. On a parlé de ce qui se passe en Nouvelle-France. On connaît la suite de l'histoire. Les Anglais vont remporter la bataille. Puis là, on a un nouveau régime. Puis ce nouveau régime-là, on en parlait tantôt, ils sont protestants. Qu'est-ce qui se passe au moment là, de la conquête là, après le traité de Paris? En fait, avant la conquête, on en avait-tu des protestants au Québec? Oui, c'est ça. En fait, moi, de ce que je sais, les premières missions huguenotes au Québec en Nouvelle-France, c'était en 1830 quelque. Ça, huguenote, huguenot, c'est quoi le lien entre protestant et huguenot? En fait, c'est des protestants francophones. C'est la meilleure manière de le décrire sans faire trop de détours. Si tu parles anglais, tu es un protestant. Ouais. Puis si tu parles français puis que tu es protestant, tu es huguenot. Oui, voilà. Essentiellement, voilà, c'est ça. Puis, ce qui est très intéressant de ça, c'est que c'est à la base une dame, Henriette Feller, de son nom complet, qui est partie de Lausanne en Suisse avec un homme qui se nommait Louis Roussy, qui n'était pas son époux. Et elle a voyagé seule. Donc, elle a eu son permis pour une femme de voyager seule pour se rendre jusqu'ici. Louis Roussy a importé la demoiselle en question. Oui, non, elle s'est importée toute seule, elle avait son permis. Oh. C'est arrivé, je viens de vérifier, vers 1835. Elle est partie pour le Bas-Canada ici. À ce moment-là, nous autres, on était déjà sous contrôle britannique, c'était après la conquête. C'est pourquoi ça a fait vraiment beaucoup de problèmes. C'était de voir des gens qui parlaient français, mais qui avaient la même religion que le conquérant, que celui qui essayait de réduire un peu notre culture du francophone, Parce que pour se mettre un peu en place là, à la conquête, juste avant la conquête, lorsque la Nouvelle-France a été cédée à l'Angleterre, il y a eu le grand dérangement là, en Acadie. Où est-ce que moi j'ai plusieurs ancêtres là, qui étaient acadiens. Là, tu vois, là, ils sont tous là, nés à des endroits qui sont maintenant dans la Nouvelle-Écosse. Puis soudainement, ils se marient au Québec. Il y en a qui ont été aux États-Unis, il y a beaucoup en Louisiane, il y en a qui sont tournés en France, c'est en France qui sont revenus. Puis ça a fait un gros bordel pour les Acadiens, mais ça avait été aussi un gros bordel administratif pour les Anglais. Alors, quand les Anglais ont pris possession de la Nouvelle-France, ils ont fait non, on ne va pas faire ça de la même façon. Puis, différemment, ils ont accordé un droit aux francophones de garder leur religion, c'est-à-dire faire moins de marde. C'était pas parce qu'ils aimaient ça, là, mais les francophones en Nouvelle-France, il y avait le droit à la religion catholique. Fait que la religion catholique était encore plus importante à cette époque-là. Parce que c'est ça qui nous différenciait de l'oppresseur. Exact. Du conquérant. Fait que nous autres, on était catholiques, puis eux autres, ils l'étaient pas. Fait qu'il y avait leurs églises anglaises,
Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était la même chose. Quand je regardais une église protestante, c'était une église anglaise, j'avais la misère à comprendre le lien entre l'église protestante, c'était chrétien, mais il était anglais. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, au lieu d'être une église, c'était Protestant Church. Fait que les Protestants, les Presbyterian Church, puis les églises, c'était catholique. Puis c'était juste ça que je voyais parce que ça a perduré dans le temps après ça. Les églises protestantes, c'était principalement les anglophones. Puis les églises catholiques, c'était principalement les francophones. Puis ça vient de l'époque de la conquête, parce que les francophones avaient le droit. Mais là, ce que je comprends, c'est que les Huguenots y arrivaient, puis là, ils étaient protestants. Mais c'est d'ailleurs pourquoi ça a été si mal vu. C'est parce que justement, ils sont protestants, mais ils sont francophones. Donc, c'est sûr que ça pose problème un peu des deux côtés, je dirais. Oui, fait que là, les protestants anglais, ils les aiment pas parce qu'ils parlent français. Puis les francophones, ils les aiment pas parce qu'ils ne viennent pas à l'Église catholique. Ils sont fait des églises, ce monde-là, ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ça dans le salon? Tout à fait. En fait, la première, l'Institut Feller, je vous ai dit, est arrivé vers 1835. En 1936, avec Louis Roussy, ils ont fondé l'Institut Feller sur la Grande Ligne à Saint-Blaise-sur-Richelieu. L'église Roussy Mémorial existe encore. Elle est encore sur la Grande Ligne. Ça appartient à l'Union des églises francophones du Canada, quelque chose comme ça. J'ai bien connu cette église-là. Ils font encore des messes protestantes francophones. C'est devenu le musée Henriette Feller. Okay. Donc, veut pas, les églises ont commencé à se vider, une vingtaine, trentaine d'années, mais jusqu'à là 20 ans, plus que ça, mais jusqu'à là 20 ans, il y avait encore des gens qui allaient là pour célébrer le culte le dimanche, puis il y avait des écoles du dimanche pour les enfants, puis tout et tout, là. Donc, ça a quand même perduré dans le temps, vraiment très longtemps, cette église-là. Et justement, pendant la rébellion des Patriotes, les Patriotes considéraient les missionnaires protestants comme les alliés des Britanniques. Oui, parce qu'il y avait la même religion que les Britanniques. Exactement. Donc, c'est sûr que ça a fait vraiment beaucoup de soucis à ces francophones-là. Il y a eu, entre autres, le maître des postes qui était là-bas, qui a écrit à l'archevêché pour dire, là, il y a des gens qui sont protestants puis qui commencent à éduquer notre monde, catholique, commencent à les éduquer, à leur montrer à lire, à écrire, puis tout ça, c'est dangereux. Et les catholiques de cette proches de là, autour de là, se sont mis à aller brûler la maison de Mme Feller, à brûler l'église, à brûler l'Institut. Ils ont fui vers les États-Unis, là. Ah ouais? Je crois qu'on avait des patriotes protestants aussi. Il n'y avait pas juste des patriotes catholiques. En effet. Si je me trompe, Eric, il y avait, il me semble, je me souviens de noms là, protestants, là, de patriotes quand même assez importants. Là. Ils ont des fois des noms anglophones, mais il faut quand même vérifier parce que souvent ils sont mariés avec des francophones. Puis, c'est vrai. À ce moment-là, ils sont devenus catholiques. Moins protestants. C'est ça, ils sont moins purs. Là. C'est souvent le cas là, quand même. Là, mais oui, mais c'est ça, ils ont fui après vers les États-Unis à cause de cette violence-là. Ils sont revenus quelques temps après parce que, c'était leur terre d'accueil au Québec, à Saint-Blaise et tout. Puis ils ont tout rebâti. Les gens ont mis la main à la pâte, puis ça a tout été rebâti et ça perdure. Les buildings perdurent encore maintenant. C'est possible de les visiter. C'est sur la Grande Ligne à Saint-Blaise, vous pouvez aller voir. Mais là, justement, est-ce que par la suite, ça l'a attiré d'autres Huguenots français à venir s'installer? Ça a attiré des gens, assurément. D'autres Huguenots, oui, mais surtout des catholiques qui étaient maintenant des transfuges parce qu'ils avaient le droit de lire la Bible, de l'interpréter, de la comprendre. Ils pouvaient la lire dans le sens qu'ils étaient capables. Il y avait la capacité de le faire. Donc, il y a eu beaucoup de conversions au protestantisme et il y a eu des études en français qui se sont faites à partir de ce moment-là. Puis, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, l'Institut Feller formait les gens, les enfants de jour. Le soir, c'était les parents. Et ils pouvaient former les gens jusqu'à à peu près l'université. Ils pouvaient aller à Concordia à Montréal après et tout. Là. Donc, c'était vraiment une grande formation. C'était plus qu'une troisième année faible. Parce que pour mettre les gens en contexte, on est à une époque aussi où est-ce que c'est ça, les écoles de rang n'existent pas encore. Vont exister pas très longtemps plus tard, là, mais puis même à ça, quand là, il existe, cet institut-là doit exister encore, là, puis
n'y a pas grand accès là, à l'éducation. Ouais, souvent, c'est la mère qui L'école donne de l'éducation. grand-maman, c'est ça. C'est maman, c'est grand-maman qui va apprendre à lire puis à écrire quand on est chanceux, parce que c'est ça. Entre la conquête puis la rébellion des patriotes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution d'éducation, ou à peu près pas. Là. Il y en a, mais c'est très, très peu accessible. On parlait de l'accessibilité aux femmes là, tantôt à l'éducation, mais là, à partir de la conquête, c'est pas juste les femmes, c'est les Canadiens français. Exact. L'accessibilité à l'éducation est très, très difficile. Puis c'est ça. Donc, ça a dû avoir une certaine importance, puis ça a dû attirer du monde aussi quand même. Là, ça a attiré beaucoup de gens. Puis de jour, ben, il n'y avait pas à s'occuper de leurs enfants qui étaient soit trop jeunes pour travailler sur la terre ou whatever. Fait qu'ils les envoyaient là-bas. Et de soir, c'est les parents qui venaient. Fait qu'ils pouvaient travailler. Ils étaient contents. Ben, tu sais, ils pouvaient travailler de jour, les adultes, et le soir, ben, ils allaient apprendre à lire, à écrire. Ils pouvaient devenir des gens lettrés qui étaient un peu plus capables soit de faire commerce, soit de, tu sais, donc c'était vraiment constructif là, pour l'endroit. Ça, c'était rare. Là. Si tu regardes dans des registres, là, au Québec, on a des très bons registres, là, mais je te dirais, dans 99% des cas, tu vas avoir un baptême, là, puis ça fait dire en présence de marraine, parrain et du père qui ont déclaré de savoir signer. Des gens qui signent à l'époque, juste même écrire leur nom. Des fois, quand ils écrivent leur nom, là, on dirait des personnes de 4-5 ans, les gens n'écrivaient pas. Ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Les registres, souvent, le nom est écrit tout croche parce qu'ils n'ont aucune idée même comment que ça s'écrit. Parce que les gens, ils apprenaient juste pas à écrire ou à lire d'une façon normale. C'est pas essentiel de savoir lire pour pouvoir aller cultiver la terre. Puis quand que ton économie, c'est essentiellement ta terre, puis que tu n'as pas d'institution pour le montrer, puis que c'est pas standard, ben, le monde ne le faisait juste pas parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ceux qui apprenaient à lire et à écrire, souvent, c'est un gros luxe. C'est venu vraiment plus tard, la fin 1800, début 1900. Là. C'est venu changer la donne et je suis pas mal certaine que justement cette possibilité-là d'apprendre à lire et à écrire et de se rendre, parce que l'Institut Feller, là, c'était rendu un collège, là. C'était quelque chose, là. Donc, je suis certaine que ça a contribué aussi à la conversion de catholiques au protestantisme. Puis c'était la même langue en plus, fait que c'est facile à comprendre. Puis, il y a beaucoup moins de dévotion chez les protestants, fait que tu as moins à te prosterner devant tous les saints, devant toute la structure hiérarchique qui peut parfois sembler lourde du catholicisme. Donc, la structure hiérarchique est beaucoup plus légère. Il y a moins de saints à qui te vouer. Il y a moins de gens entre toi et le bon Dieu. Puis en plus, c'est fait dans ta langue, puis on t'apprend à lire puis à écrire. Pour vrai, c'est un win-win là. Justement, si on remonte, moi, quand tu parlais des Huguenots français, ça me faisait penser à un parallèle peut-être un peu boiteux, là, mais au même moment, il y a un autre groupe ethnique qui arrive, c'est les Irlandais qui, eux autres, sont anglophones de force, mais catholiques. Fait que là, c'est un peu le contraire. Ils n'ont pas la même langue, mais ils ont la même religion. Fait que exactement. C'est un très bon parallèle, justement, les Irlandais. La langue est anglophone, la religion est catholique, contrairement aux Huguenots, c'est tout à fait l'inverse. C'est le contraire. La langue est francophone, la religion protestante qui est plus attribuée aux Anglais. Là. Donc, je serais curieux de faire des recherches, voir s'il y a eu des mélanges huguenots-irlandais à cette époque-là. Ça aurait pu être assez intéressant. Ça serait intéressant à voir, oui, en effet. D'ailleurs, la naissance de Québec. Nos églises, corrige-moi si je me trompe, Anne-Marie, ont été beaucoup retapées quand même là, à travers le temps. Surtout les façades. On peut constater que la façade, si tu regardes en arrière, tu regardes la façade. C'est pas les mêmes pierres, c'est pas les mêmes techniques. Ils voulaient quelque chose de plus majestueux. Oui, puis c'est important parce que c'est une manière physique, tangible de montrer la grandeur du royaume de Dieu. Puis tu sais, tu arrives presque en terre sainte là, quand tu arrives dans une église parce que tu es dans la maison du Seigneur. Moi, je trouve ça impressionnant parce que je regarde nos églises au Québec. On s'entend qu'elles ont été toutes construites après le début de la colonisation. Donc, c'est des églises qui datent de 1600, 1700, 1800. Puis, c'est des grosses affaires pour mettre comme 400-500 personnes avec une entrée victorienne impressionnante, plein de pas. Je suis allé dans des petits villages en France où l'église, c'est ce que nous autres on appellerait une petite chapelle. C'est l'église normale. Ça a été construit genre en 1200.
Il y a de la place Ouais. pour 35 personnes. Mhm. Ça fonctionne encore, c'est encore là. La cloche, elle a été automatisée parce que ça sonne l'heure, puis ils n'ont pas quelqu'un qui va le faire. Mais autrement, c'est encore là. Des fois, il n'y a même pas l'électricité là-dedans, puis Ouais. c'est correct. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on a ces grosses églises-là, alors qu'en France, dans les villages, ils ont des petites églises? Ben, comme je disais, c'est vraiment pour montrer la grandeur du royaume de Dieu, l'opulence de Dieu, mais pas d'un point de vue péjoratif. Tu sais, c'est pour montrer, regardez à quel point il est grand, à quel point son royaume est majestueux, à quel point, tu sais, puis c'est là qu'on voit justement des détails architecturaux avec des dorures, puis tout ça, Oui, même parce dans que des tu villes avais comme des corvées. Napierville, là, tu sais, ben Quand oui. ils construisaient l'église, tu avais des corvées, il fallait que tu participes. Puis si tu étais Oui, artiste oui. peintre, tu faisais de la peinture. Si tu étais maçon, tu faisais de la maçonnerie. Puis c'est comme ça qu'on voit dans les villages où il y avait des artistes. Euh, Mhm. moi j'habite Vaudreuil, et là, Meloche, le père de Vaudreuil, l'église, là, c'est majestueux, là. Puis Voilà. on n'a pas de vitraux. Les vitraux, c'est comme c'est rien. Mais il y a d'autres places où tu rentres en dedans, c'est blême, mais les vitraux sont écœurants. Oh Parce oui, qu'eux tout à autres, il y avait fait. des gens qui faisaient des vitraux. Mais en France, il n'y avait pas cette envie-là de montrer l'opulence de Dieu. Les églises sont vraiment beaucoup plus simples. Ben, certaines, là, on s'entend, sont beaucoup plus Ben simples oui, il y en quand a tu te retires. Ouais, c'est ça. ouais. J'ai visité quelquefois Notre-Dame de Paris, puis il n'y a rien de simple là-dedans. Mais donc, oui, c'est sûr qu'il y a des plus petites chapelles, des plus petites églises. C'était pour des rencontres, tu sais, bon, des gens qui habitaient proches, puis tout ça, qui ne pouvaient pas nécessairement se rendre dans les cités, des choses comme ça. Tu n'aurais pas vu ça dans une très, très grande ville au milieu de Paris, alors que, tu sais, il y a des églises vraiment Ouais. très, très rapprochées des unes des autres. C'était beaucoup plus, bon, dans ce qui était rural et compagnie. C'était pour que les gens puissent avoir un lieu où Dieu se trouve. Parce que à la base, justement, même dans les Écritures, dans la Bible, il est écrit là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, là est où je serai. Tu sais, je serai là. Donc, ça peut être quelque chose de très, très gros, mais si tu es loin, tu n'as pas la main-d'œuvre pour construire, que tu n'as pas personne qui va donner assez d'argent pour payer les réfections, pour pouvoir payer l'entretien, pour pouvoir. Ben, tu construis quelque chose de plus petit. Puis si vous êtes 2 familles à y aller, ben, vous êtes 2 familles, mais vous avez un lieu où se trouve votre divinité, finalement, votre Dieu. Il se trouve là. C'est plus petit, mais il est là quand même. Puis c'est drôle justement qu'on parle des structures des églises. On parle surtout des structures des églises catholiques parce que si on regarde maintenant les églises protestantes, en fait, il y a Frédéric Dejean qui a travaillé là-dessus, entre autres. Et les églises protestantes, bien, ça peut être dans une bâtisse commerciale maintenant. Ça peut être Ouais. sa pignon sur rue, c'est là, puis ça peut être à côté d'un Subway, puis c'est juste une petite porte à côté. Ça peut être n'importe quoi, sur le même principe que là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, là et où je serai. Tu sais, donc, il y a beaucoup moins d'opulence. Dans Vaudreuil, où j'habite, il y a un bar qui a fermé. Eric, tu connais le Sonny's? Où est-ce que c'est ça, c'était préconverti en mosquée, mais c'est un bar. Oh, oui, tout à fait, mais c'est une très belle manière de réutiliser non seulement les locaux, mais de donner une deuxième vocation, comme une deuxième vie, une renaissance à un lieu bon, de perdition-ish, parce qu'on s'entend que la boisson, c'est pas très bien vu nulle part, surtout dans les abus. Mais donc, c'est une très belle façon, là. Il y a une église que j'avais déjà visitée, c'était un ancien hôtel. Donc, il y avait plein de chambres, de pièces, de tout ce que tu veux. Puis les gens ont pris le temps de trier partout pour justement Puis retirer. tu as le contraire aussi. Tu as des églises qui sont converties Oui, ensuite exact. En condo. Ouais. en Oui, condo puis en endroit locatif, là, pas vraiment hôtel, mais tu sais, une espèce de chalet locatif. Là, ça fait. oui. Tu peux aller en Gaspésie puis te louer des petites églises dans certains villages qui Studio sont. d'enregistrement et compagnie. C'est Ouais, aussi. réutilisé. Mais j'ai pas l'impression. On parlait tantôt des petites églises, des grosses églises ici. Bon, je n'ai pas fait d'études approfondies là-dessus, mais je pense qu'il y a quelques facteurs à prendre en considération. Une chose, c'est qu'il y a des villages ici, qui aujourd'hui sont beaucoup plus petits qu'ils l'étaient à l'époque, parce qu'on a eu une période où est-ce que 80% de la population était agricole.
C'est revenu vers C'est les plus comme villes. ça Fait que là, maintenant, c'est sûr Éric? qu'il y a Tu me eu une surprends. époque. C'est sûr qu'il y a eu une époque où est-ce que là, tu avais des bâtons de Saint-Didas, je pense que c'est rendu 800 personnes, c'était 2500, 3000 en 1880, fait que ça se peut que l'église était plus grosse. Il y a probablement aussi l'abondance de ressources qu'on a à côté Exact. de nous. Puis, d'après moi, il y a aussi ce qu'on appelait, ben, moi, mon père, il me parlait encore de ça quand j'étais jeune, les guerres de clochers. Tu sais, Oui! on veut montrer qu'on est meilleur que l'autre à Oui, côté, là. Hein, Ouais, mais je on pense a qu'il y a de aussi, plus gros clochers, on a une plus grosse façade, ben on a oui, plus de place que telle place. Tu sais, mais exactement. je pense qu'il y a aussi une raison en termes avec notre régime seigneurial. Le seigneur, il voulait avoir un moulin. Il fallait qu'il fournisse un moulin à sa population. Mhm. Puis, tu sais, je pense que lui avait droit à réquisitionner de la main-d'œuvre. Ça faisait partie des droits seigneuriaux. Puis, ben, il était pour avoir une église. Fait que généralement, c'était pas juste une petite chapelle, ça réserve à quelque chose, parce que tant qu'est-ce qu'on ait une église, on va la faire grosse. On est capable de le faire. Fait que les gens étaient écrits, tu sais, ils étaient obligés de participer à la construction de l'église. Mhm. J'avais été à Mégantic, là, tu sais, il y a une église en haut de la montagne, là. Hey, Mhm. grimper des matériaux là-bas, ça devait être une corvée assez difficile. Oui. Et c'est vrai ce que tu disais, moulin égale église. Ça arrivait vraiment, vraiment souvent que ça allait de pair. Je vous dirais, tu sais, des années 1900, là, tu sais, puis là, on est vraiment pas loin de ça. Là, on est né dans les années 1900, mais quand même, un clocher d'église, ça allait avec une banque des jardins, là. Ouais. Oui, à l'époque. On a fait un bond dans le temps quand même assez impressionnant. On revient à l'époque des Patriotes parce que je pense que ça, c'est l'époque où est-ce que la religion va prendre une importance quand même capitale là, au niveau des Canadiens français, là, encore plus qu'elle l'avait. Il y a, bon, s'il y en a qui veulent aller voir ma vidéo sur le 15 février et tout plein d'autres sur les Patriotes parce que c'est un sujet très vaste. Mais en gros, on envoie les 92 résolutions où est-ce qu'on demande un peu plus de pouvoir, de Ouais. responsabilité. Puis bon, on attend 4, 5, 6 ans, on se fait répondre que non. Et non seulement ça, on se fait dire qu'on n'est pas assez responsable pour avoir notre propre gouvernement. On nous impose l'acte d'union. Bon, l'acte d'union, ils voulaient la faire depuis quand même un bout, mais comme que les Anglais n'étaient pas en grand nombre, ça n'aurait pas marché. Fait que là, maintenant au Canada, il y a beaucoup plus d'Anglais qu'il y en avait, bon, on peut unir les deux ensemble. Ou est-ce que là, les Canadiens anglais vont avoir une majorité puis imposer leur vision dans le haut puis dans le À bas l'époque du Canada? Canada uni. C'est là que le clergé catholique il a dit tiens ma bière, check-moi bien aller là. Parce que Je suis pas c'est sûr à qu'il y avait une partir de ce bière, le moment-là clergé, qu'on Éric. va. Ouais, non, Une effectivement. Molson. Non, c'est effectivement, mais c'est à partir de ce moment-là que là, on va dire, hein, on entend souvent, là, moi, ma grand-mère a eu 15 enfants, moi, le curé, il était là à tous les jours, à tous les années, pour, hey, la petite madame, il serait temps que vous soyez enceinte, là, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, c'est à partir de ce moment-là là, que ça se passe, cette histoire-là, là, ce qu'on va appeler la revanche des berceaux. Anne-Marie, si tu pourrais nous expliquer, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là? Ben, dans l'obligation d'avoir autant d'enfants. En fait, je voulais apporter juste un petit point sur ce que tu as dit. L'évêque de Montréal avait pris le parti des autorités britanniques. Il Oui. s'était appuyé sur un encyclique pour dire que ben, il y avait l'obéissance civile qui est importante, puis qu'il faut suivre, puis que finalement, là où un gouvernement existe ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est Dieu qui l'a établi. Puis ça, c'est écrit dans Romains, je pense. Donc, il s'est appuyé sur un encyclique pour dire non, moi, je vais prendre le bord des Britanniques. Puis là, ça a vraiment fait des confrontations incroyables. Puis tu en avais d'autres qui prenaient des positions complètement inverses. Là. Surtout dans les villages, les Ouais. clergés des villages, ils assistaient même aux rencontres patriotiques et tout. Donc, tu sais, c'était vraiment deux mondes différents. Ce qui était rural puis plus urbain, c'était vraiment deux mondes complètement différents. Mais tu sais, pour s'assurer d'avoir des choses qui, je vais dire un nous, là, qui nous appartiennent, qui va perdurer dans le temps à nous, ben c'est là où c'est demandé aussi d'avoir plusieurs enfants pour que la croyance, elle reste. Puis là, je rebondis sur ta question de tantôt, Éric.
pour que la croyance religieuse reste, les valeurs restent, la culture reste, parce que l'élément culturel de tout ça est très important, puis ça variait beaucoup, beaucoup du côté anglophone, du côté francophone, anglophone et francophone, pardon. La culture était très différente. Là, quand on dit au Québec, on n'a pas de culture, je m'excuse, on va aller jaser un peu, là, tu sais. Fait que, donc c'est ça, c'était une manière d'assurer la pérennité de la langue, de la culture, de la croyance, des terres, des emplois, pour pas que tous les emplois appartiennent à un même groupe, pour pas que, tu sais, ça évitait un paquet de choses. Puis le fait d'avoir tous ces enfants-là, ben ça fait en sorte justement que tout peut perdurer dans le temps. Il y a une pérennité, il y a une espèce, ça rassure aussi parce que ça fait gonfler un peu le nombre de croyants. Ça a l'air niaiseux, mais sur papier, quand tu parles puis que tu dis, hey, moi, j'ai 300 000 croyants, puis que l'autre, il dit, ah, ben, nous autres, on est 20 000, ben, ça se peut que ça fasse fermer des clapets en quelque part, mais là-dedans, ils ont compté les enfants, puis, tu sais, ils vont pouvoir participer à cette vie religieuse-là, pas mal plus dans 10 ans que maintenant, mais quand même. Donc, ça assurait la pérennité de tout ça, de tout ce qui était la construction sociale, de tout ce qui était de la construction et de la continuité culturelle, d'avoir autant de ces enfants-là, là. Puis même, ils donnaient des terres, je me rappelle plus, ils donnaient une terre à partir de tant d'enfants, puis, tu sais, ça, c'est un peu plus tard, mais quand même, là. Ben, est-ce que, justement, parce qu'on disait qu'on ne parlerait pas trop de spiritualité, mais est-ce qu'on a réellement la foi? Parce que tu sais, quand justement, là, quand il y a l'Assemblée des 6 comtés avec Papineau, avec toute la Nelson, puis etc., le lendemain, comme tu disais, l'évêque de Montréal va condamner ces gestes-là au point de dire si vous prenez les armes, vous allez être excommuniés. Puis malgré ça, il y a quand même des petits curés qui appuient le mouvement patriote, puis ils vont prendre les armes éventuellement. Fait, est-ce qu'ils sont si croyants? Est-ce qu'on est si croyants que ça? Est-ce qu'on a la foi ou c'est par obligation qu'on y va? Parce que je veux dire, se faire excommunier, là, juste pour donner une idée, corrige-moi si je me trompe, mais tu te fais excommunier dans un village, un catholique ne peut pas parler à quelqu'un qui a été excommunié. Ben, en fait, tu ne peux pas faire affaire avec lui. Par charité chrétienne, tu pourrais lui parler, mais tu ne peux pas faire affaire avec lui, tu ne peux pas faire d'échange avec lui. Ça commence à être difficile de vivre. Ouais, ben, c'est ça, mais comme disait Yann, c'est vraiment... C'est culturel, cette croyance-là. Oui, il y a des gens qui ont la foi, puis qui ont des dévotions, puis que, on le voyait, puis, on le voit encore maintenant, mais il y a plusieurs personnes qui disent et qui disaient avoir la foi par crainte. Donc, je vais croire en tel Dieu parce que j'ai peur de l'enfer, parce que j'ai peur de... donc, ça venait... Il y a beaucoup de personnes, même maintenant, qui ont la foi par peur du mauvais, par peur du mal, par peur de ce qui pourrait arriver d'un coup que. Donc, tu sais, à ce moment-là, je pense que c'était plus, tu sais, bon, ils se sont fait menacer d'excommunion, ils ont été quand même, je pense que leur idéologie était beaucoup plus là. Il y a des patriotes qui ont été excommuniés, là, ça a pris des années avant qu'ils soient enterrés dans un cimetière catholique. Voilà, mais je pense que leur idéologie était beaucoup plus culturelle que religieuse à ce moment-là, là, parce qu'ils ont choisi de ne pas... ils ont fait un choix à ce moment-là, là, que la religion était beaucoup moins importante comme idéologie pour eux. Là. Donc, ça part justement du fait de pourquoi était basée ta foi. En faisant un choix, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'ils étaient ou qu'ils n'étaient pas croyants non plus. Exact. Mais c'est quoi la vie de quelqu'un par rapport à la religion, mettons, en 1850, là, dans le gros pic, là, 1860, ben, même jusqu'à... Ben, je dis le gros pic, c'est pas vrai parce qu'il y a du Duplessis qui va arriver après, là, mais c'est pas mal le build-up là, de Duplessis. En fait, les Canadiens français étaient super bien vus dans la partie où ils étaient reconnus pour être des très bons travailleurs. Ils étaient reconnus pour être moins susceptibles de faire des grèves comme les Irlandais faisaient beaucoup plus souvent qu'eux. Mine de rien, ça a beaucoup aidé. Puis il y avait même l'espèce de pub, comme tu disais, Yann, pour encourager les gens à venir. Puis bon, il y avait des tarifs réduits sur les billets de train pour se rendre. Il y avait un paquet d'affaires comme ça pour montrer la belle vie. C'est pas à porte. C'est quand même loin d'aller au New Hampshire à partir de
la Rive-Sud de Montréal, là. Exactement. Mais les Canadiens français étaient vus comme des bons travailleurs. Puis je pense que ça vient justement de cet esprit-là je travaille pour moi. Mais tu sais, quand on dit bon, tout ce que tu fais sur Terre va avoir des répercussions au ciel, tu sais, vivre pauvrement, puis toutes ces choses-là. Mais c'est la partie où tout ce que tu fais sur Terre va avoir des répercussions au ciel. Ça a construit l'identité québécoise, justement, d'être un bon travailleur, de ne pas demander plus comme les Irlandais faisaient lors de leur grève, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est plus comme ça que ça pouvait venir se mettre sur cette espèce de transfert là, de cette espèce des Canadiens français qui étaient rendus au New Hampshire, puis aux États-Unis, parce qu'à plusieurs endroits, ils ont été présents à plusieurs endroits. Là, oui, le New Hampshire, ça a été une grosse concentration, mais il y en avait vraiment un peu partout, là, oui, c'est ça, mais principalement. Toute la partie d'être bon travailleur et tout ça, de ne pas remettre en question ce que l'employeur disait, ça vient justement de ces valeurs judéo-chrétiennes-là, de travailler plus fort parce que tu seras récompensé plus tard, parce que ton gouvernement est établi, parce que ton chef établit. Tu sais, quand on disait que l'homme, c'est le chef de la famille, dans les Écritures, en fait, dans la Bible, il est écrit que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Bon, il s'est sacrifié pour elle, blablabla. Donc, c'est l'homme, le chef de la famille. Mais la femme, elle peut le conseiller, elle peut ci, elle peut ça, mais elle est sous sa protection. Ce qu'on faisait beaucoup au Québec, les femmes au Québec ont toujours été assez importantes dans, dans le fonctionnement, là, les mères de famille. En même temps, la décision n'était pas prise par elles étaient prises par un homme. Et si ce n'était pas la bonne décision à prendre, elles étaient protégées parce que c'était l'homme qui dirigeait. C'est un peu la même chose qui s'est passé sur le marché du travail. Les travailleurs canadiens, français, bon, si mon boss fait quelque chose de pas correct, c'est sur lui que ça va tomber parce que moi, j'ai écouté ce qu'il me dit de faire. C'est d'ailleurs pourquoi il était très réputé, aux États-Unis comme travailleur, mais aussi dans les forces armées, aussi. Tu sais, vraiment, c'était très réputé pour ça. Et je pense que c'est justement les valeurs judéo-chrétiennes qui ont influencé ça. Je serai récompensé plus tard pour mon dur labeur d'aujourd'hui. OK. Fait que, non, mais c'est intéressant. Puis moi aussi, en même temps, je pense, encore une fois, si j'étais anthropologue, sociologue, je ferais peut-être une étude là-dessus, mais j'ai comme l'impression aussi que le fait de faire 14, 15, 20 enfants, jusque dans certains cas, aujourd'hui, après la Révolution tranquille, là, les femmes, c'était des gestionnaires de PME. Là. Ben oui! Fait qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup plus sur le marché du travail qui sont justement des présidentes de PME, puis qui montent, puis j'ai comme l'impression que ça doit avoir un grand impact, ça. Bravo pour ce parallèle. Oui. La charge mentale devait être incroyable. C'est elle qui s'occupait des comptes. Le mari ramenait l'argent à la maison. Ouais. Les comptes, elle s'en occupait. Elle s'occupait des enfants, les laver, faire la nourriture, s'occuper de la maison. Puis le plus vieux pouvait aider. 20 personnes. La bouffe pour 20 personnes. Mon arrière-grand-mère, il était 18 enfants. Elle avait 18 enfants, puis j'ai un grand-oncle qui a parlé d'elle, puis là, il comptait, c'était quelque chose comme 11 poches de farine par semaine qui passaient en pain. C'est incroyable. C'est quelque chose que les gens ne réalisent pas tout le temps, justement, tu sais, elle était mère de famille. OK, on pense maintenant à nos familles de maintenant, mais c'est ça, exactement. C'était des, tu sais, gérer 20 personnes, c'est quelque chose, là. Loger, nourrir, en plus, les 20 personnes, t'as-tu vu de quoi ça avait l'air, les maisons à cette époque-là? Il y en avait plusieurs dans les mêmes chambres, puis il fallait gérer l'espace, là. Et pour moi, je parlais avec des cousins, des parents, là, pour moi, ils devaient faire chacun leur tour, ils ne devaient pas tous dormir en même temps. Ça ne devait pas marcher. Des rondes! Tu sais, c'est ça, mais mettons que tu en as 10-12, là, c'était à peu près grand comme mon salon, les maisons qu'il y avait à cette époque-là. Il était 10-12 à vivre là-dedans. Là. Comment? C'était pas comme maintenant, disons. Oui, un lit double, t'as encore 4-5 là-dedans. Là. Oui, de nos jours, la façon socialement acceptable, tu as un enfant, il y a une chambre. Exact. C'est comme déjà bizarre quand les enfants sont deux dans la même chambre. Là. Quand on était jeune, ça arrivait souvent. Maintenant, c'est plus une chambre par enfant. Mais dans le temps, là, 20 enfants, tu n'avais pas un petit hôtel. T'sais. Non, tout à fait. Non, c'était des gestionnaires. Ils ont été gestionnaires de famille avant même d'avoir le droit d'occuper ces postes-là sur le marché du travail. Et pourtant, c'est un travail tellement similaire. Vraiment, c'était quelque chose de gros. Là.
Puis là, à cette époque-là, l'époque après la rébellion des Patriotes, là, bon, je fais un grand bond quand même jusqu'à Duplessis, mais parce que ça se ressemble pas mal, toute cette période-là, la religion est omniprésente là, C'est dans nos vies. Duplessis, Là. c'est Duplessis qui avait fait installer un crucifix à l'Assemblée nationale pour rappeler aux élus la place du clergé dans leurs décisions. Non, c'est culturel, ça n'a rien à voir avec la religion. L'espèce de gros débat qu'il y a eu. Mais oui, tout à fait, c'est pour ça qu'il était sous la tutelle, pour influencer, pour se rappeler en le voyant, pour rappeler aux valeurs, pour rappeler. Tout à fait, c'est tout à fait lui qui avait fait ça. Mais là, c'est ça, aussi dans cette époque-là, avant que Duplessis y arrive, il y a quand même, on parlait tantôt, lors de l'époque de la Nouvelle-France, pour une femme, pour s'éduquer, pour devenir infirmière, il faut qu'elle aille dans une congrégation religieuse. Ouais. Là, ça va probablement exploser, là, le nombre de frères, de sœurs, parce que justement, les Anglais prenant le contrôle. Là, la seule manière qu'on a autant pour un homme que pour une femme, d'aller s'éduquer, ben, c'est d'aller dans des congrégations religieuses. C'est une façon assez simple, là, parce que les autres, les congrégations veulent des gens. Puis, ben, si tu n'as pas d'argent pour aller apprendre quelque chose dans une école, c'était la façon. Là. Je serais curieuse d'avoir les chiffres, justement, de ces mouvements-là de rentrer au voile ou quoi que ce soit dans une congrégation. Je serais vraiment curieuse d'avoir ces chiffres-là. Ça doit être vraiment impressionnant de voir ça. Oui, en effet, comme tu disais, Yann, c'était le moyen facile de pouvoir s'éduquer. C'était de passer par le clergé, la vie religieuse. Et en même temps, bien, pour les églises, oui, pour les structures, finalement, c'était le fun d'avoir ces gens-là parce que ben, ça ne coûte rien. Puis, ils génèrent quand même un certain revenu parce que ben, ils vont avoir des terres, ils vont travailler sur les terres, mais ils ne demanderont pas de salaire. Le salaire va aller à l'Église, puis il y a une petite contribution qui va revenir à eux, tu sais, mais pas tant que ça, là, tu sais, c'est vraiment de donner sa vie à Dieu, tu sais, ou au fait d'être éduqué, d'avoir un toit, d'avoir un... Tu sais, tu es quand même à l'abri d'un paquet d'intempéries sociaux quand tu rentres dans les rangs du clergé, là. Puis ça, c'est vraiment rassurant. Ça enlève une espèce de lourdeur, de stress mental et tout ce que tu veux, là. Puis les familles, là, moi, je peux parler, tu sais, j'ai deux grands-oncles qui ont été frères du Sacré-Cœur dans la même famille. Puis, il y en a un qui a quand même faisait la généalogie, puis il a beaucoup écrit, mon grand-oncle Hervé. Fait que quand ça vient de lui qui a été un frère, clairement, tu dis que ça a été, ce qu'il raconte à ce niveau-là, c'était vrai. Quand il était jeune, littéralement, il y a un curé qui est venu dans la maison, là, qui est venu parler avec les parents, puis qui dit « Hey, les jeunes, là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient faire de la prêtrise? » C'était littéralement, il se faisait inciter par les religieux. Puis c'était pas mal vu à l'époque. Une bonne famille catholique devait avoir là, ton curé dans la famille, là, ouais. C'était correct. Puis c'était comme ça. Puis moi, j'ai deux de mes grands-oncles qui sont inscrits puis qui ont fait des études, puis qui éventuellement ils enseignaient. Puis ça a débuté comme ça. Le curé, il vient puis il disait est-ce qu'il y en a il y en a quelques-uns qui se portaient, qui disaient que ça était en train. Finalement, les deux qui ont été sélectionnés, ils étaient dans le même groupe d'âge. Ça avait probablement une incidence sur les choix qu'ils ont fait pour. Ils étaient toujours libres de défroquer avant de prononcer les vœux, puis après avoir eu une certaine éducation quand même, tu sais. Ils pouvaient défroquer relativement loin. Là, je pourrais t'en parler de ça aussi. Là, c'est quand même. C'était pas toujours drôle la vie de religieux. Et pour les femmes, là, il y a une nouvelle raison pourquoi qu'ils s'inscrivent chez les sœurs, probablement, à Revanche des Berceaux. Ben, c'était un méchant bon moyen de contraception, hein, parce que c'est ça. Une femme qui ne veut pas ça, là, ben, un homme aussi, mais une femme qui ne veut pas ça, plus au niveau de la. Parce que la pilule, ça n'existait pas, les condoms, whatever. Une femme qui ne veut pas d'enfant, là, c'est pas bien vu à cette époque-là. Si t'es pas religieux, de pas avoir. Un vieil homme, là, c'était pas standard.
Une vieille Fait que, fille, tu là, c'était pouvais pas toujours standard. être vieille fille pour t'occuper de tes parents puis tout, mais souvent, ça venait, tu sais, si la Avec fille était des C'est vieille ça. fille, ouais, c'est ça, exactement, ça venait C'était avec beaucoup pas. de Puis préjugés, ça là. venait avec une étiquette, là. C'était une vieille Oui, fille. oui. Elle n'est pas normale, une vieille fille. C'est un peu péjoratif comme C'est terme ça. en partant. Tu es Donc, identifié comme ça dans ton village et en même temps, tu es le bâton de vieillesse de tes parents. Donc, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper pareil que si tu avais des enfants, mais là, c'est avec tes parents. Fait qu'en plus, tu as un autre adulte qui te réplique si tu fais pas ça comme elle l'aurait fait. Ça devait être épouvantable. ouais, fait que pour beaucoup de ces personnes-là, tu sais, c'était probablement Ouais. une façon de contrôler leur existence un peu plus, ce qui de nos jours, tu sais, faut toujours pas regarder ça avec nos yeux de maintenant. Nos jours, tu sais, si tu dis, moi, j'en veux pas d'enfant, ben, t'en fais pas d'enfant, puis on a plein de moyens que ça n'arrive pas, là. Mais à Oui, oui. l'époque, c'était, si tu voulais pas être stigmatisé, puis que tu voulais pas avoir une douzaine d'enfants, ben, il fallait, la meilleure façon, c'était d'entrer en religion. En même temps, C'est tu avais logé, nourri, ouais. vêti, éduqué, ainsi de suite. Le féminisme religieux au niveau des monothéistes, surtout du catholicisme, là, c'était de rentrer dans les rangs. Tu es libre de ton corps, tu es libre de ta personne parce que tu n'appartiens pas à ton mari et tu n'appartiens plus à tes parents non plus. Tu es libre, ben, tu t'occupes de toi et ou d'un hôpital, d'une école, si ça. Mais tu sais, quand l'école est finie, tu rentres dans ta chambre, tu fais tes prières. Tu sais, c'est pas des problèmes qui vont te faire 24 heures sur 24, tu n'as pas à accoucher. Tu sais, les accoucheuses, puis tout ça, les femmes qui avaient des grossesses à répétition, bon, on en a tous Hey, lu des 20 livres grossesses, là-dessus et pense à tout, ça, c'est incroyable, là. accouché 20 fois. Ben, c'est ça. Donc, tu étais beaucoup plus libre, ça a l'air niaiseux, mais tu étais beaucoup plus Mm. libre de ta personne en rentrant dans les rangs. En te Mais, faisant dire quoi penser, quoi dire, où aller travailler, comment te vêtir, à quelle heure le faire. Tu étais beaucoup plus libre de ta personne avec tout ça Écoute, que de devenir une t'avais pharmacienne. quand je me même. trompe, là, mais écoute, là, je pense que, mettons, depuis l'arrivée de la pilule contraceptive, il y a pas mal moins d'inscriptions dans les Ah congrégations oui, mais religieuses chez les femmes, hein? ça, c'est certain. Puis il y C'est en pas a beaucoup qui ferment, là, tu sais. Donc, non, ça, c'est certain. Il y en a vraiment, depuis qu'il y a des moyens de contraception, c'est sûr que ça a beaucoup contribué au ralentissement, puis même à l'extinction de certains groupes de congrégations féminines, là, absolument. Après la Révolution tranquille, on disait, a commencé en 60. En 62, il y a eu le Concile de Vatican II qui, justement, était c'est assez. Le timing est beau. Le timing est beau. Le timing est très beau pour sortir les églises de l'État. En fait, le Concile de Vatican II, en 1962, il entérine l'évolution qui fait plus de l'État confessionnel un article de doctrine de l'Église. Donc, l'État n'a plus à être sous le joug des églises et ça peut maintenant devenir deux institutions en parallèle et non plus incestueuses, si je peux me permettre le terme. Est-ce qu'en faisant ça, ils n'ont pas un peu mené le chemin qui a éventuellement amené un peu à la déconfessionnalisation de la population, puis principalement au Québec, peut-être moins ailleurs, là, mais nos églises sont vides. Puis ailleurs aussi, mais aux États-Unis, ils parlent encore beaucoup, là, ils regardent un peu ce qui se passe dans les églises. Mais est-ce que c'est Vatican II qui n'a pas mené la voie vers ça un peu? Ben, oui et non, je m'explique. Une déconfessionnalisation, c'est quand tu as la foi et que, bon, tu quittes, blabla, tout ce que tu veux. Bon, on connaît l'histoire de la Révolution tranquille. Par contre, il y a des gens qui sont restés quand même des fervents croyants. Il y en a que ça a perduré, puis ces gens-là étaient de plus en plus ancrés dans leurs croyances parce que, justement, ils devaient faire office d'étendard de cette croyance-là. Ils étaient un pilier dur et solide, donc ils ont commencé à donner un peu plus à la dîme, un peu plus, tu sais, il fallait qu'ils compensent pour les autres. Et justement, les Canadiens français, ceux qui sont restés croyants, ceux qui sont restés là-dedans, essayaient un peu de compenser pour les autres. Il y en a qui ont complètement tout abandonné ça. C'est à se demander, est-ce que c'était vraiment une foi ou c'était plus, comme on le disait tout à l'heure, une peur de quelque chose d'autre? Puis ça contrôlait tout là, en même temps. Le fait même encore maintenant, on dit ben oui, on est catholique, ben oui, sauf qu'on n'est pas le dimanche à l'église, on dit pas, tu sais. Mon père dit toujours qu'il est un catholique non pratiquant. Exactement. Mais dans le recensement, ça va cocher catholique quand même. Mais pendant la Révolution tranquille, ce que les gens disent, c'est qu'à un moment donné, les gens, il y a juste
arrêter d'aller à l'église. Oui. Tout n'était plus contrôlé par l'Église. Chaque endroit où ils allaient n'était plus contrôlé par l'Église. Leur chambre à coucher n'était plus contrôlée par l'Église. Hey, ça permet de respirer un peu, ça, quand tu n'es même pas maître chez toi, quand tu peux même pas diriger ce qui se passe sous ton propre toit à cause justement de cette mainmise de l'Église catholique sur les institutions d'enseignement, les institutions de santé, les hôpitaux, ta propre maison, ton village. Donc, vraiment, là, ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Déconfessionnaliser, surtout les instituts. Les gens qui étaient fervents croyants le sont restés même après. Là, puis ça a perduré même pour certaines familles de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça la révolution tranquille parce qu'il n'y a pas eu de gros combats. Ben, c'est pas vrai qu'on était si tranquille que ça. Là. Le sang a coulé dans les rues là, quand même. Là. Mais on appelle ça un peu la révolution tranquille parce que justement, probablement à cause de Vatican II, l'institution de la religion fait comme ben, c'est correct. Là, tu veux t'occuper des écoles, tu veux t'occuper de la santé, vas-y, occupe-toi-en. Ça s'est passé. C'est ça. Passé quand même de façon là, pacifique, de façon, mettons, on était un peu d'accord tous les deux qu'il fallait changer les choses. Ça ne régissait plus les lois non plus, parce que là, il y avait une différence au niveau des lois. Le côté patriarcal, là, les femmes se sont beaucoup émancipées aussi pendant ce temps-là. Les divorces, il y avait une plus grande banalisation du divorce. Le patriarcat, il y avait certaines choses que les femmes... Oui, justement, parce qu'il n'y avait plus cette espèce de... En tout cas, il y avait moins cette espèce de mainmise-là. Il y avait encore les croyances judéo-chrétiennes, les valeurs judéo-chrétiennes, mais ce n'était plus l'Église qui t'obligeait à le faire. Les femmes sont entrées sur le marché du travail. Il y a eu il y a eu une ouverture pour les femmes qui s'est faite encore plus fort à ce moment-là. Là. Ouais. Canadiens, Français, on était pendant un bout de temps, là, pendant 100, 150 ans, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Puis là, tout d'un coup, là, s'ouvre à nous autres le crédit, s'ouvre à nous autres le droit de faire du profit qu'on n'avait pas le droit avant. Fait que là, c'est commencer à avoir des entreprises là, qui vont commencer à émerger. Il y a eu le rapport parent dans les années 60 aussi qui a amené la création du ministère de l'Éducation. Fait que là, ça appartenait plus à l'Église, c'était des laïcs qui géraient ça. Là. Entre autres, là, que commencé un petit peu plus de philosophie, un peu plus d'éducation à une société démocratique, un peu plus de, tu sais, exact, avec la sortie de l'Église dans les écoles. Il disait qui s'instruit s'enrichit. Il a fait les écoles secondaires qui étaient non confessionnelles. Ensuite, une fois qu'ils sortaient du secondaire, ça prenait quelque chose, qui ont formé les cégeps, qui étaient non confessionnels. Là, ensuite, ils sortaient du cégep, on a les universités du Québec, qui sont aussi non confessionnelles. Tout le service scolaire moderne découle de décisions qui ont été prises pendant la Révolution tranquille. Ah oui, les gens n'étaient pas moins croyants. Les gens n'étaient pas moins croyants parce que, tu sais, veux pas, ça fait de génération en génération qui ont appris, puis que, tu sais, bon, il y a un aspect culturel, comme tu le disais tantôt, Yann, ils sont pas moins croyants, mais ils choisissent plus ce en quoi ils vont croire. Puis la façon qu'ils vont s'en servir. Ils vont laisser autant de pouvoir sur leur vie. C'est plus là que ça a vraiment changé cette révolution tranquille-là. Là. Ben d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste justement, Anne-Marie, de cette mentalité-là? On a encore des vieux réflexes, là, veut pas, même si moi puis Yann, là, probablement toi avec, de notre génération, on n'a pas, on coche catholique là, sur le recensement, mais on n'est pas tant pratiquant, mais on a quand même encore certaines valeurs qui nous restent. Comme, par exemple, parler de l'argent chez les Canadiens français, c'est plus ou moins, ça se fait pas. On a de la misère à en parler, on le parle du bout des lèvres. On l'a toujours dit qu'au Québec, on avait un problème avec ceux qui faisaient beaucoup d'argent parce que justement, ça vient de ces vieilles valeurs-là. Moi, en fait, j'ai grandi dans une famille protestante pratiquante, donc je ne coche pas catholique dans les recensements. Mais il y a vraiment un rapport, comme tu disais, c'est très important de le dire, Éric, il y a vraiment un rapport à l'argent qui est complètement différent. T'sais, on disait que les Canadiens français, ils étaient nés pour un petit pain, puis les anglophones, il y a vraiment une différence. Il y avait, sois pauvre sur terre, tu seras riche dans les cieux, alors que chez les protestants ou chez les anglophones, il y a vraiment un autre côté qui est regarde à quel point Dieu est bon. Regarde tout ce que j'ai, à quel point Dieu est bon. Et ça l'aide dans l'espèce d'action missionnaire de,
tu veux être comme moi parce que regarde, compte tous les bienfaits de Dieu. Moi, je les vois, c'est tangible, les bienfaits de Dieu. C'est pas juste un truc hypothétique plus tard quand tu vas mourir. Donc, tu sais, ça, c'est un bel apport pour pouvoir évangéliser puis toutes ces affaires-là. Ce qui nous reste de ça aujourd'hui, ben, c'est un peu tout ça, le rapport à l'argent. Il y en a encore certains, le rapport à la sexualité. Tu sais, veux pas, c'est des choses que, bon, c'était tabou. Encore pour plusieurs, ça l'est. Tu sais, ça choque énormément de gens, le fait, bon, ne serait-ce que, puis là, je tombe dans le très moderne, là, mais tu sais, le OnlyFans, puis tout ça, il y a des gens que ça choque énormément. Il y en a d'autres qui disent, ah ben non, je gère une PME. Tu sais, il y a un paquet d'affaires comme ça qui sont encore tabous maintenant. Et, tu sais, on le dit tout le temps, en famille ou en date, ne parle pas de religion, de politique, d'argent ou de tes ex. Donc, ça nous touche encore tout ça, là, tu sais. Donc, vraiment, l'argent, la sexualité, c'est deux choses qui sont encore très tabous maintenant, même si on est plus ouvert à en parler maintenant, puis que, justement, c'est des tabous qui commencent à tomber puis à s'effriter un peu, là. Ouais, tu le constates, là, j'imagine. Oui, puis ça devient même des sujets de fierté, là, maintenant, là. Tu sais, les prouesses, les conquêtes financières ou sexuelles, là, ça devient des trucs de conversation qu'on peut attendre dans un restaurant à la table à côté de nous, là, tu sais. Donc, c'est maintenant même rendu des sujets de fierté, chose que c'était pas du tout le cas à ce moment-là. Mais il y a encore des tabous, je dirais, plus culturels. Tu parles pas de ces choses avec ta mère, là, tu sais. Il y a quand même une hiérarchie de ce côté-là. Mais oui, il nous reste vraiment beaucoup de ce bagage culturel-là. Ça fait encore partie de nous, Canadiens, Français, bon, tout ce qui a des valeurs judéo-chrétiennes, ça fait encore partie de nous. Puis c'est ce qu'on va appeler en quelque part notre petite voix qui nous dit oui, fais ça, non, fais pas ça. Donc, notre petite voix qu'on appelle, puis que c'est rendu un peu ésotérique, là, du bien et du mal, ben ça vient un peu de là, ça vient des valeurs judéo-chrétiennes. On a beaucoup notre culpabilité, parfois, nous vient de ce bagage-là. Notre anxiété, parfois, nous vient de là aussi. Donc, oui, il y a un bagage. Il n'est pas que négatif, par contre, parce que là, je nomme des choses négatives. Mais l'entraide, quand il y a les guignolés, le bénévolat, les trucs donnés au Centre Renaissance, le linge, puis toutes ces choses-là, plutôt que de se faire une petite boutique à côté de la maison parce que tes enfants sont tous rendus grands puis vendent tes affaires. Il y a beaucoup de boutiques Renaissance qui vivent de ces dons-là. Il y a beaucoup, tu sais, il nous reste un bagage assez complet de ces valeurs judéo-chrétiennes-là qui peut-être nous avaient été imposées, peut-être nous y avions adhéré jadis naguère, mais il nous reste encore beaucoup de ce bagage-là, autant positif que négatif. J'aime à dire que notre compassion nous vient beaucoup de là. Ouais, c'est ça, compassion, empathie probablement aussi. Exact. D'ailleurs, je pense écoute, on pourrait en parler, là, puis on pourrait sûrement se rencontrer, aller parler dans des sujets encore plus précis. Ça fait déjà à peu près là, 2 heures qu'on est ensemble. On a skippé aussi, hein, on a passé à travers des bouts très, très rapidement. Oui, on va s'amuser. On va s'amuser à monter ça pour le remettre dans le bon ordre tantôt. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si pour en revenir à notre. Pour conclure, on disait que la religion a amené des bonnes choses, a amené des mauvaises choses. Moi, je pense que c'est des choses il y a des choses qui ont été nécessaires pour qu'on soit encore là. Au détriment, malheureusement, de certaines personnes. Mais toi, Anne-Marie, avec le recul, 200, 300, 400 ans d'histoire, qu'est-ce que ça nous a amené de bien, puis qu'est-ce qu'on aurait pu se mettre de côté, puis quand même s'émanciper en tant que peuple, là, puis être le peuple qu'on est, tu sais. Réponse très facile, très basique, puis je pense que c'est là qu'on va trouver le meilleur de tout ça. On aurait pu éviter d'exterminer pour dominer. Ça, on aurait pu complètement l'éviter. Ça rentre même pas dans nos valeurs judéo-chrétiennes de faire ça. Donc, c'est de l'hommerie qui a utilisé des textes sacrés pour dominer un autre être. Ça, on aurait pu s'en passer. Les bons coups, l'éducation et la santé.
ces structures-là n'auraient pas été possibles autrement que par le financement, que par les bras, que par le temps mis par le clergé et tous les gens qui travaillaient pour eux. Ça, c'est vraiment des structures qui nous restent maintenant parce que c'était de la gestion, puis il n'y avait qu'eux qui pouvaient le faire à ce moment-là et qu'il n'y avait qu'eux qui voulaient le faire à ce moment-là aussi. Oui, donc moi, ça serait ça ma réponse. Elle est très simple, mais en même temps, on en voit des traces partout encore. Moi, souvent, je fais le parallèle aux gens. Tu sais, les gens, ils disent, ouais, là, ben, combien ça coûtait la dîme, c'était, hein, parce qu'on entend souvent ça, les gens payaient la dîme pour 10% de ton revenu. Hein? Exact. Aujourd'hui, tu checkeras sur ton chèque de paye, là, le pourcentage qui s'en va à l'éducation et à la santé pour le faire voir. Oui. Hein? Quand ils ont dit vous vous débrouillerez avec ça, c'était un peu un défi. Hein? Quand ils ont dit vous vous débrouillerez avec ça, c'était un peu un défi. Genre, vous pensez qu'il y a pas de faire mieux? Allez-y. Peut-être qu'ils pensaient qu'il allait avoir un élastique de retour après. Non, s'il vous plaît, reprenez ces sujets-là parce que c'est vraiment compliqué. Mais c'est un peu un défi. Là. Si vous voulez vous débrouiller, vous pensez faire mieux, allez-y, essayez. Maintenant, ça nous coûte plus que le 10%. La moitié de notre argent, ça va en impôts. Puis la Mais il moitié n'y avait de pas nos de impôts, main-d'œuvre ça à va. payer. La main-d'œuvre n'était pas payée. C'est différent, mais. Pas juste la main-d'œuvre, tu sais, je veux dire, un coup qui finissait l'école, il allait au couvent, il était nourri par. Fait que là, il n'y avait pas de syndicat là, dans ce temps-là. Là, Non. Les professeurs, il ne fallait pas qu'ils retournent à la maison s'occuper de leurs enfants. Ils n'avaient pas. Fait qu'ils pouvaient faire du parascolaire aussi pas mal en masse. Donc, mais oui, c'est ça. Il y a eu des moins bons côtés. On en a beaucoup entendu parler dans les dernières années, puis je trouve ça important qu'on en parle, mais il y a aussi des beaux côtés qu'il ne faut pas oublier. Toutes nos structures gouvernementales viennent généralement de là. Ouais. Ça découle de là, même s'il y a eu une sécularisation de tout ça, ça découle généralement de là pour tout ce qui est structure de l'éducation et de la santé, plus particulièrement les archives, comment analyser, on le disait tout à l'heure, Yann, certaines plantes. Les archives de ces plantes-là, ça, tu peux les manger, ça, tu vas mourir. C'est quand même très important et ça nous vient justement de la religion, des gens qui ont dévoué leur vie à la religion. Qui exploraient des nouvelles contrées avec des nouvelles espèces. Ben, super. Écoute, on va conclure ça. Nous, moi et Yann, on va se rencontrer dans quelques instants, mais on te remercie beaucoup de ton intervention. Merci à vous. Anne-Marie, c'est vraiment très, très, très instructif. Puis super intéressant. Là, on pourrait en parler pendant des heures. Ben oui, ben merci à vous deux. Finalement, je pensais que je n'étais pas si bonne que ça en histoire. Finalement, j'étais capable de vous en sortir, là. Fait que j'étais contente. Mais merci vraiment beaucoup. Ça a été un beau moment. Merci à toi. Super. Bon, ben ça, c'était super intéressant. Écoute, moi, il y a plein d'affaires que j'ai appris, entre autres des Huguenots français au Bas-Canada. T'avais-tu déjà entendu parler de ça, toi, Yann? C'est un nom que j'ai entendu, Huguenot, mais c'est pas quelque chose qu'on discute. J'ai aucune idée de ce que c'était exactement. Tu sais, c'était comme un peu obscur. Je suis content qu'on ait démystifié ça parce que ça fait pas partie de nos coutumes de parler des autres sous-religions chrétiennes. On connaît un peu ce que nos grands-parents faisaient, là, mais c'est pas mal ça. Là. Mais sinon, y a-tu des sujets parce qu'écoute, c'est vaste, puis juste peut-être faire une petite parenthèse pour nos auditeurs. Vous allez nous dire, ah ouais, vous n'avez pas parlé d'un tel, vous n'avez pas parlé de ça. Oui, effectivement. Il y en a un, par contre, un personnage religieux très, très, très important dans l'histoire du Québec, c'est le curé Labelle. Puis ça, on n'en a pas parlé parce que éventuellement, prochainement, on va avoir un invité. Philippe Aubry de Histoire d'un art qui raconte l'histoire des Laurentides. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa balado sur YouTube. Mais on va l'avoir comme invité. Puis comme que le curé Labelle, il y avait une importance capitale là, dans le développement des Laurentides, c'est sûr qu'on va y accorder beaucoup, beaucoup de temps là, lors de cette émission-là. On va effleurer le sujet pendant beaucoup, beaucoup de temps. Effectivement. Mais sinon, y a-tu d'autres sujets qu'on n'a pas parlé, puis qu'après l'entrevue, tu t'es dit, ah mon Dieu, on aurait dû parler de ça? Tu sais, on a déjà mentionné, moi, j'ai deux de mes grands-oncles qui ont été frères du Sacré-Cœur. Puis Hervé, ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait de la généalogie.
puis il écrivait beaucoup. Il n'y a pas eu de descendance d'un religieux, mais ce qu'il a laissé à la prochaine génération, c'est beaucoup d'écrits. Ça, c'est super le fun. Puis, quand il parle, tu sais, il a fait la biographie de mon arrière-grand-père, de son père. Puis il dit qu'il priait beaucoup à la maison. Mais tu te demandes toujours, tu sais, tu teintais un peu de sa vision à lui qui est religieux. Mais je sais qu'il parlait beaucoup, tu sais, qu'il faisait beaucoup de religion dans les générations avant. Tu sais, quand mes grands-parents, quand ma grand-mère venait, c'est à ce moment-là, nous autres, on allait à l'église. Mon père, il dit toujours, ah, on est catholique non pratiquant. Puis quand ma grand-mère était là, le dimanche, on allait à l'église. Puis quand elle est décédée, éventuellement, j'ai eu beaucoup de. Ça, c'est une boîte à bijoux, là. C'est pas exactement des bijoux. T'as-tu ça, toi, Eric, un chapelet? Ben, j'en ai déjà eu. En fait, j'en ai déjà eu deux. Il y en a un que je me souviens justement avec ma grand-mère que j'avais fait moi-même avec des petites billes, là, puis avec un petit crucifix. Puis sinon, ben, celui qu'on a tous eu, là, des catholiques comme moi puis toi, lors de notre première communion quand on avait 7-8 ans. Oui, puis qui était institutionnalisé. On faisait ça à l'école. Ben, pas à l'école, à l'église, mais on faisait ça avec l'école parce que on avait l'enseignement religieux catholique ou l'enseignement moral. Et la plupart des gens. Il faut comprendre qu'on est encore, nous, quand on était jeunes, on avait, c'était encore des commissions scolaires qui étaient religieuses. Là. Il y avait la commission scolaire protestante, puis il y avait celle catholique. Là. La religion avait mis de côté l'éducation, mais avait encore un mot à dire là, dans toute cette histoire-là. Là, ce qui est drôle, c'est que les commissions scolaires protestantes, c'est quasiment tout devenu des écoles. Maintenant, c'est linguistique. C'est rendu des commissions scolaires. En fait, c'est rendu des centres de services scolaires. On n'a plus de commissions scolaires, mais c'est rendu des centres de services scolaires anglophones. Tandis que les commissions scolaires catholiques sont devenues des commissions scolaires francophones, qui sont devenues des centres de services scolaires francophones. Mais pendant qu'on était dans une commission scolaire catholique, on faisait la première communion, puis on faisait la confirmation à l'église. Puis, ben, comme presque tout le monde, on a fait notre première communion, puis on a reçu un chapelet. Puis, celui-là ici, c'est pas celui que j'avais eu, là, qui était en plastique. C'est celui, je présume, d'un de mes grands-oncles ou d'une de mes grandes-tantes. C'était pas celui à ma grand-mère, mais c'était les affaires de ma grand-mère. Puis, c'est ça. Tout le monde avait leur chapelet. Puis, t'as-tu déjà, tu sais, ça sert à prier, ça. T'as-tu déjà prié un chapelet, toi, Eric? Non, puis honnêtement, je m'en allais te poser la question. On sait que ça sert à prier, mais en particulier, est-ce que tu sais comment ça fonctionne au juste? Moi, je le sais, puis je le sais parce qu'au funérail de ma grand-mère, qui avait une infinité de gens qui étaient présents, ma grand-tante, à chaque certain temps, faisait un chapelet. Puis là, tu as des billes sur le chapelet. Puis là, tu as des billes qui servent à prier Notre Père, puis d'autres qui servent à faire un Je vous salue Marie. À l'école, on apprenait Notre Père, mais là, Je vous salue Marie, avant les funérailles de ma grand-mère, je ne le connaissais pas. Puis après les funérailles de ma grand-mère, je le connaissais. Ça donne une idée de combien de fois qu'on a fait ça. Parce qu'elle vient combien de fois? Parce que là, c'est pas une. Il y a une dizaine de. Pour chacune des billes qui sont ensemble, tu fais Notre Père, Notre Père, Notre Père, Notre Père. Puis là, il y en a qui sont séparés, ça c'est Je vous salue Marie. À moins que je me trompe, permettez-moi de dire que je ne fais pas ça souvent, mais de mémoire, c'est ça. Puis là, ça veut dire que tu as comme 10 Notre Père, un Je vous salue Marie, 10 Notre Père, un Je vous salue Marie. Tu fais le tour au complet, et je te dis que tu pries pendant un papier bout de temps. C'est combien au total? Ça, ouf, t'as 10, 20, 30, 40, 50 fois Notre Père, puis 2, 4, 5, 6 Je vous salue Marie, puis 53 Notre Père. Ah, ben ça tombe bien. Il y avait le temps dans ce temps-là de prendre le temps de prier entre les repas, les corvées, puis parce que quand même, 50, ça prend du temps. C'est quelque chose. Ceux qui ont lu Maria Chapdelaine, ce qu'elle disait essentiellement dans le roman, c'est qu'elle voulait se faire exaucer un souhait, là, que son chum vienne la voir. Là. Puis là, ben, il faisait des prières. Puis s'il faisait assez de prières dans la journée, il pouvait se faire exaucer un souhait, essentiellement. Là. Puis ça, ben, elle faisait ça pour la journée à prier. Puis finalement, je ne pognerai pas le punch, là, mais il s'est écarté, fait qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas venu la voir. Non, ça n'a pas fonctionné, son récitage de sa plaie.
Ça ici, je veux te montrer, ça c'est après le décès de ma grand-mère, nous autres, on a hérité de beaucoup des choses de ma grand-mère. Ça, c'était le crucifix de mon grand-père, Conrad, que je n'ai pas connu. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, puis que Anne-Marie nous a fait réaliser. Tu sais, un crucifix, nous autres, on voit toujours le petit Jésus dessus qui est, je ne sais pas si on le voit bien, mais il est super détaillé. Là. C'était quand même, c'est sûrement peinturé à la main à l'époque, cette affaire-là. Là. Mais sur les crucifix pour les Huguenots, on n'avait pas ça, le petit Jésus dessus. Puis c'est quelque chose que je ne savais pas. Moi, je trouve ça pas mal intéressant. Moi non plus, je ne savais pas ça. Ben, Là, on l'a constaté, mais on n'avait jamais fait le lien. Là, ben, tu vois qu'il n'y en a pas, mais tu ne réalises pas qu'il n'y en a pas tant qu'on ne te fait pas réaliser qu'il n'y en a pas. Ah, effectivement. Puis tu sais, les petites croix qu'on portait à dos, là, il n'y avait pas de petit Jésus dessus. Là. Fait que, non, c'est intéressant, c'est toujours le fun. Puis, tu sais, je te disais qu'il y avait Hervé, qui était frère du Sacré-Cœur, mais aussi Adrien. Adrien, tu sais, je parlais à sa fille André récemment. Puis tu me dis, Yann, tu parlais à sa fille. Ouais, vas-y, continue. Là, c'est comme comment ça se fait qu'il y a une descendance qui était frère du Sacré-Cœur? C'est ça ta question? Exact, parce que c'est ça, on n'a pas d'ancêtres là, qui ont été religieux, là, techniquement, là, puisqu'il n'y a pas de descendance. Il y en a que oui, parce que on en parlait, on a effleuré le sujet avec Anne-Marie, mais il y en a qui ont défroqué. C'est quoi ça, défroquer? Sais-tu ce que ça veut dire, défroquer? Ben, défroquer, c'est donner sa démission des instances religieuses, en gros. Là. Se débarrasser de la froque religieuse et retourner à la vie non confessionnelle. Puis, elle en parlait, puis Hervé aussi, il l'a mentionné quand il parle de la biographie de mon arrière-grand-père. Ben, au moment où mon arrière-grand-père est décédé, avant qu'il décède, Hervé est allé visiter la famille, donc il a quitté son lieu confessionnel pour aller voir la famille, pour voir comment ça se passait, puis parler à son père. Puis, c'est quelque chose il fallait avoir une autorisation, là. Puis Adrien a fait la même chose. Il est allé voir son père, là, mourant, là, dans les semaines avant qu'il décède. Puis, éventuellement, Paul est décédé. Puis là, ben, Hervé, il a fait que je vais aller aux funérailles. Puis Adrien, il a fait, hey, je suis allé aux funérailles. Puis, il n'a pas eu l'autorisation d'aller aux funérailles parce qu'ils ont dit, ben, tu es allé le voir il y a une couple de semaines. Puis, Hervé, il est là. La famille n'a pas besoin de toi. Puis, tu l'as déjà vu, tu n'as pas besoin. Si ton père, il décède, puis tu ne te fais pas donner l'autorisation d'aller aux funérailles, tu vas être content, toi? Oui, puis surtout, c'est pas comme s'il était en prison. Là. Il est dans une congrégation religieuse où est-ce qu'on est supposé de propager l'amour, la famille. Bon. Les règles, selon Hervé, ont beaucoup changé depuis entre cette époque-là, puis Hervé est quand même décédé sur plusieurs années. Là. Mais les autres frères disaient, hey, Adrien, vas-y, ben, tu te donnais un ordre direct de ton supérieur, tu ne veux-tu pas y aller? Là? Mais ça l'a entamé une réflexion sur son engagement envers la religion, qui a éventuellement donné qu'il a quitté la vie religieuse, qu'il a défroqué. Par la suite, il a rencontré celle qui est devenue ma tante Réna, puis il a eu des enfants. Puis c'est correct comme ça. Là. Puis lui, il a travaillé dans le milieu scolaire, là, puis ma tante Réna aussi. Mais originalement, c'est un religieux qui a défroqué. Ça, ça arrive quand même parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, on a parlé brièvement, là, mais les prêtres, ils viennent dans une famille avec beaucoup d'enfants, ils disent, hey, y en a-tu qui va devenir religieux, devenir prêtre, quelque chose? T'es jeune, là, ça se peut que tu changes d'idée entre quand tu as 8 ans et quand tu es adulte. C'est pas impossible. Ça se peut que la vie religieuse ne se fasse pas. Il y en a pour qui ça marche super bien, puis ils sont super contents, puis qui vont s'épanouir là-dedans. Il y en a que non. Ça va arriver. On en a parlé justement là, des raisons que quelqu'un pouvait entrer dans une congrégation religieuse, puis je pense qu'il y a tout autant de les raisons pour y entrer peuvent être aussi des bonnes pour y sortir. Ça peut être, bon, on disait des fois là, la dame ou l'homme ne veut pas avoir d'enfant, mais finalement, à un moment donné, l'horloge biologique elle sonne, puis ça se peut que le choix est changé là, depuis. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai une. On n'a pas. Toi, tu as la chance d'avoir cette connaissance-là que tu as eu des grands-oncles qui étaient
qui étaient religieux parce que ou ton père les a côtoyés, mais ça vient du bouche à oreille. Ben, tu as aussi la chance que Hervé a écrit une biographie là, pour tes C'était. arrière-grands-parents. C'est comme ça qu'on sait qu'ils ont été religieux, mais sinon, bon, vous comprendrez qu'autre le fait qu'ils ont défroqué, on n'a pas d'ancêtres qui ont été religieux, puisque un religieux n'offre pas de descendance. Par contre, on peut Dans la avoir. religion catholique. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Par contre, ben, on peut avoir là, des ancêtres qui avaient eu un frère, un cousin, un oncle, ma tante qui était dans une congrégation religieuse. Puis ça, ben, c'est difficile à trouver l'information, à moins qu'on tombe par hasard là, dans des registres. Mais sinon, ben, comme je disais, c'est souvent le bouche à oreille qui va nous permettre là, de le savoir. Puis j'ai un exemple, c'est que je suis en train de travailler sur l'histoire de Omer Barrière, ancien député de l'Union nationale du temps de Duplessis, et Maria-Emma Bélanger. Omer s'est marié dans une première noce avec une Fabiola Piché, puis Fabiola ben, est décédée en jeune âge, là, dans la fin vingtaine. Ce qui a fait en sorte qu'Omer, il va se remarier, puis il se remarie à fin vingtaine, début trentaine, avec une Maria-Emma Bélanger, qui elle aussi est fin vingtaine, début trentaine. Puis là, ben, ce qui s'est passé, parce que Maria, elle, c'est pas son deuxième mariage, elle s'était Elle pas n'était pas mariée. veuve, c'est une vieille fille. Elle était pas veuve. Fait que, bon, on peut supposer jusqu'alors qu'elle est une vieille fille, jusqu'à temps que bon, je présente le prototype de l'émission à mon ami en question, à qui c'est destiné. Puis, j'ai eu la chance que, suite à y avoir présenté, ben, sa mère l'a appelé tout à fait par hasard. Moi, j'ai reparti l'enregistrement. Je me suis dit, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Effectivement, ça donne quelque chose d'intéressant. Puis ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Maria Emma avant son mariage avec Omer. Puis je vous présente ça à l'instant. Savais-tu qu'Omer a eu 2 femmes? Je ne savais même pas. La deuxième, mon arrière-grand-mère, c'est une religieuse qui est mariée. La deuxième, c'est une religieuse. Ah ouais? Ah. Ouais, fait que c'est pas particulier un peu de dire hey, bon, j'ai un ancêtre qui était religieux. C'est pas dans nos coutumes, mettons. Là. Non, pas dans la religion non. catholique. Non, c'est ça. Puis même lui, il ne le savait même pas. Il l'a appris quelques secondes avant moi. Là. Parce que ça, comme on disait, c'est pas écrit de nulle part, à moins qu'on trouve un article de journal qui dit sœur une telle. Mais là encore là, bon, Maria Bélanger, là, en 1920, il y en a une puis un autre. Là. Bélanger étant un des premiers noms arrivés là, en Nouvelle-France. Fait qu'il y en a un peu partout. Puis bon, ça dépend toujours de la difficulté. Là. Aussi, c'est qu'ils prennent un nom de religieux. Fait tu sais, comme quand ils sont religieux, ils ont le nom de frère ou de sœur qui n'est pas leur nom. Puis moi c'est un peu comme ça que j'ai su que j'avais 2 grands-oncles. Tu sais, on a la mosaïque que je t'ai déjà montrée de la nombreuse famille Audet. Il y en a 2 qui sont en sous-temps avec un nom de frère, là, frère quelque chose. Ils ont leurs 2 noms décrits dessus. Là, j'étais comme, hey, papa, Adrien, il était religieux. Oh, il a défroqué. Pas un sujet que tu abordes autrement que tu te demandes ce qui se passe. Là. C'est pas, tu t'en vas pas visiter ton grand-oncle en disant lui, il était religieux avant. Là. C'est un sujet de discussion un peu particulier. Là. Ben, écoute, je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet parce qu'on n'aura jamais fait le tour au complet du sujet. Mais moi, avant qu'on se quitte, je lancerai un appel à tous. Je suis curieux. Si jamais il y a quelqu'un qui a été religieux ou qui a eu un parent proche qui était religieux puis qui aurait de quoi d'intéressant à nous raconter, ben, ça va nous faire plaisir hein, de le passer en entrevue au même titre que tous les sujets dont on a parlé. S'il y en a qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça aller un petit peu plus dans l'époque de Duplessis où j'aimerais ça un peu plus parler de la revanche des berceaux, ben écoute, on est ouvert, vous savez où communiquer avec nous. L'adresse courriel sera dans les commentaires de la vidéo. Puis ben, on va se revoir dans une
prochaine vidéo où est-ce qu'on va probablement, c'est pas déterminé encore au moment où on enregistre ça, mais ça va être soit sur les soldats du régiment Carignan-Salière ou la colonisation des Laurentides. J'ai bien hâte, là, dans les deux cas, de passer ces gens-là en entrevue. Alors, donc, voilà, c'est ça. Yann, je te laisse le mot de la fin. Tout le monde, si vous aimez notre vidéo, faites j'aime ou abonnez-vous à notre chaîne. Puis autrement, on se revoit la prochaine fois.